Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe, c'est la deuxième émission. Je suis ravi vraiment des commentaires qu'on a eu sur la première, apparemment vous êtes enthousiastes. Je salue mes deux invités du jour. Salut. Bonjour Daniel. Salut. Salut Bonjour Julien. Daniel. Alors pour l'instant, peut-être que leur visage ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter. Vous allez voir que je pense que vous les connaissez, en tout cas Julien vous le connaissez, et vous avez peut-être entendu parler également de résistance helvétique. Avant de commencer, quelques petits points. Alors par rapport à vos retours sur la première émission, je vous remercie vraiment de tous vos commentaires. Je les ai trouvés dans l'ensemble très pertinents. Je vais essayer d'en prendre, comment dirais-je, de les écouter, notamment sur le décor. Alors, j'ai pas eu trop le temps entre cette émission et l'autre pour changer les choses, mais enfin, je vais essayer de bidouiller pour que ça soit un petit peu plus joli. Je m'excuse de deux choses aussi. C'est la première sur comment dirais-je, sur le rythme auquel je publierai l'émission. En fait, j'avais promis au départ une émission hebdomadaire, donc toutes les semaines. Et en fait, c'est un rythme qui va pas être possible à tenir pour moi parce que je me suis rendu compte que si je voulais faire ça, il faudrait que je ne fasse que ça. Donc ça va être un petit peu compliqué parce que vous savez, je suis seul aux manettes, donc le fait de faire le relationnel avec les invités, les faire venir, préparer les plannings, tourner l'émission, monter. Si je veux faire quelque chose de propre, je suis obligé un petit peu comment dirais-je, d'espacer. Et de toute façon, vous avez bien vu que c'est plutôt une émission qu'une chaîne de télé à part entière, parce qu'on ne diffuse pas toute la journée, donc si c'est une émission, je préfère que ça soit vraiment propre. La deuxième chose, c'est à propos du générique. Je tenais quand même à m'exprimer là-dessus. Globalement, donc il y a des gens qui ont été très touchés par le générique, et d'autres qui l'ont trouvé trop long. Je voudrais dire que là par contre, je vais pas vous écouter, je vais garder le générique tel quel, parce que j'ai fait exprès de choisir un générique comme ça, qui exprime la délicatesse et la beauté, on va dire, du génie européen. C'est-à-dire que pour moi, c'est un générique qui va à contre-courant de l'époque, parce qu'on vit une époque de multitasking. C'est-à-dire qu'on fait toujours 50 000 trucs à la fois, on a 8 pages Facebook ouvertes, et donc on a une capacité de concentration extrêmement faible. Et bien moi, avec ce générique, le message que je veux transmettre aux gens, c'est vraiment calmez-vous. Vivez un moment de télé tranquillou, prenez un verre de vin comme nous on est en train de le faire, tranquillement, et en fait, pendant 2 heures, mettez votre vie entre parenthèses et passez du temps pépère avec nous. Donc bon, j'ai conscience que c'est peut-être un générique qui soulève pas les foules, mais ce n'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de passer un moment bienveillant et chaleureux. Voilà, donc mon introduction est faite. Je vais vous présenter, enfin plutôt, ils vont se présenter en fait nos deux invités. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon salon quelque part? On commence par toi, Julien. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Julien, j'ai 24 ans. Oui. Je suis en dernière année de formation comme illustrateur. Avant ça, j'étais carrossier peintre. Et entre deux, j'ai fait mon service militaire. D'accord. Et je suis membre du comité élargi de l'Union démocratique du Centre, du parti de l'UDC. Membre militant de Résistance helvétique. Et je suis plus connu sous le nom d'artiste malpensant. J'ai cru qu'il allait pas le dire, parce que c'est quand même pour ça que je te fais venir au départ. Il est con, il est mignon. Bon, on va revenir évidemment sur ton parcours en long, en large et en travers, mais alors Samuel, maintenant je te pose la même question là. Oui, alors Samuel, moi j'ai 23 ans, Oui. donc je viens de Suisse romande. Niveau professionnel, moi je travaille comme manœuvre dans une usine de production chimique, donc moi je produis des pigments, des produits qu'on va retrouver dans les crèmes solaires pour se protéger du rayonnement UV, des choses comme ça. Militantisme politique, donc moi je viens ici en tant que représentant du mouvement Résistance helvétique, Oui. donc mouvement nationaliste radical implanté en Suisse romande. D'accord. Très bien. Bah alors, avant toute chose, j'ai quand même oublié l'essentiel. Vous m'avez ramené du pinard, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'attention, si ça me plaît pas, moi j'arrête l'émission. Alors absolument, alors c'est moi qui me suis occupé du choix du vin. Ouais. Donc, Petit Arvin 2014. C'est un cépage de Petit Arvin, donc c'est assez typique de la région d'où je viens, donc le Valais. D'accord. C'est un vin blanc qui se laisse boire à toutes les occasions, j'espère qu'il te plaira du coup. Bah écoute, oui, parce que ça va conditionner beaucoup de choses. Hein. S'il me plaît pas, attention, je vais poser des questions plus retorses. Hein. Alors, votre santé en tout cas. Santé. Santé. Alors, bon, évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes de gauche, non, je plaisante. C'est parce que vous vous définissez comme. Alors, comment vous vous définissez d'ailleurs? Comme patriote, nationaliste? C'est une question que j'ai posée à Thomas Joly. Là, vous pouvez donner une réponse collective. Enfin, je veux dire, vous vous sentez nationaliste suisse? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors en ce qui concerne Résistance helvétique, on préfère le terme de nationaliste, Ouais. dans le sens où patriote, c'est un terme qui est très terrestre. Dans l'étymologie de patriotisme, on entend donc la défense du territoire, des frontières, etc. Mais il n'y a que dans la notion de nationalisme qu'on retrouve aussi la protection de tout ce qui touche à l'immatériel. Donc être nationaliste, c'est aussi protéger une culture, c'est aussi protéger une histoire.
et c'est protéger une identité, une notion qu'on ne trouve pas forcément dans le terme de patriotisme. C'est une belle façon de le décrire, mais en tout cas, en tant que nationaliste, est-ce que vous acceptez de manger ce saucisson? C'est ça, est-ce qu'un nationaliste suisse aime bien le saucisson? Alors absolument. Alors, vous allez manger une petite tranche de saucisson pour nous prouver que vous n'êtes pas musulman. Ah, c'est du porc. C'est du porc, ouais. Euh, C'est contre ta religion? Je plaisante. Ah ouais, bah, j'espère bien que tu plaisantes, sinon j'arrête tout. Donc oui, alors justement, bon, c'est bien, t'as émis un distinguo entre le patriotisme et le nationalisme. Moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est... Alors, c'est une question un petit peu large, je te la pose plutôt à toi Samuel. Oui. Ça veut dire quoi être nationaliste en Suisse, étant donné que il y a quand même différentes communautés ethniques, tu vois, il y a la Suisse italienne, la Suisse romande, la Suisse allemande, qu'est-ce que ça signifie? Absolument, donc être nationaliste suisse, ça se définit forcément par faire continuer l'idée suisse, que j'appelle l'idée suisse. Donc peut-être pour vous l'exprimer en quelques mots, je vais devoir vous raconter l'histoire de la Suisse en très résumé, en très simple. Alors attends, tu vous vois les gens ou tu me vois moi? Parce que si tu me vois moi, je t'éclate la tête. Mais je vous vois les gens. D'accord, alors ok, c'est bon. Non, mais attention, parce que je suis vieux. Pas ça. Ah ok, très bien. Donc la Suisse en 3 mots. Donc Ouais. c'est parti de 3 régions qui sont dans l'actuelle Suisse allemande. Et ces 3 régions, elles avaient un souci en commun, c'est qu'elles se faisaient régulièrement attaquer par les Habsbourg. Donc les Habsbourg étaient un clan autrichien relativement puissant dans le XIIIe siècle. Et finalement, ces 3 régions, d'un moment, comme elles en avaient un peu marre de se prendre 3 raids dans la gueule chaque semaine, elles ont décidé d'envoyer un émissaire chacun, de se réunir et de former le pacte fédéral, comme on l'appelle. Donc c'est un pacte qui demandait à ces 3 régions de se défendre mutuellement au péril de leur vie. Donc finalement, c'est comme une unification des armées. Oui. Mais en même temps, ce pacte fédéral, il obligeait donc à ce que chaque région puisse rester parfaitement souveraine Oui. par rapport à leurs lois, à leur identité. Et finalement, c'est un concept qui a bien fonctionné. Ils ont pu se défendre efficacement face aux envahisseurs autrichiens. D'accord. Et c'est une idée qui a fini par migrer. Donc d'autres régions sont venues s'annexer, jusqu'à arriver à annexer un canton italophone, le Tessin, et des cantons francophones comme le canton de Vaud, du Valais, de Genève. Oui, que l'immigration, ça ça crée du positif. Alors pourquoi on s'inquiète Donc, de tout ça, finalement? c'est une autre Je sorte te d'immigration troll, à ce je te moment-là. troll. Mais aujourd'hui, donc être nationaliste, c'est aussi poursuivre cette idée. C'est-à-dire qu'on doit... Aujourd'hui, on a la Confédération qui se trouve dans le risque d'un pouvoir centralisé de plus en plus fort à Berne. Et nous trouvons important justement que ces régions puissent rester souveraines parce que, comme tu l'as dit avant, il y a différentes cultures et même différentes ethnies qui vivent sur ce même Mais du territoire. coup, en admettant, là je suis pas encore, vous savez que j'ai créé une rubrique, c'est l'instant gauchiste, on n'y est pas encore, donc là on est entre amis. Comment c'est un Suisse de souche finalement? Est-ce que ça existe? Je pense que oui, mais alors qu'est-ce que vous diriez? Par exemple, toi Julien, tu dirais je suis Suisse de souche. Qu'est-ce que ça signifie et comment tu argumenterais ça devant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nos idées, on va dire quoi? Bah, disons que la région d'où je viens, le Bas-Valais, avant 1815, c'était de la Haute-Savoie. Oui. Moi, je veux bien entendre que j'ai peut-être des ancêtres italiens, français, que le Schwytzois a peut-être, admettons, une arrière-arrière-grand-mère allemande, mais finalement, c'est pas la question. Nous sommes du coin. Oui. Il s'agit pas de faire des recherches scientifiques approfondies. À un moment donné, dans ma vallée, le village voisin, ils sont reconnaissables. Donc, être suisse de souche, finalement, c'est appartenir au terroir sans devoir avoir à le prouver, simplement. Et que vouloir absolument remettre cette idée, c'est avant tout plus pour une volonté de détruire l'identité suisse pour des questions idéologiques. Donc, moi, je répondrais simplement sur le plan... Nous sommes issus de la région et... Oui. Voilà. Oui, en fait, c'est un carrefour ethnique européen, on va dire mélange d'allemands, enfin mélange c'est pas le mot parce que chacun un peu dans son coin, mais en tout cas en Suisse il y a une souche ethnique allemande, italienne, Voilà. Française, mais également suisse elle-même. Mais enracinée. Dans les faits enracinée, ça veut dire qu'un Suisse allemand aura sa propre ethnie d'origine germanique, un Suisse roman plutôt celto-latine. Je pense que la vraie question des gens c'est est-ce qu'un Genevois ça existe en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Sans strict comme un Breton ça existe, est-ce que vous comprenez ma question? Bah finalement, les deux exemples sont assez bons parce que la région de Genève et la région de la Bretagne ont finalement un passé commun étant donné que les gens sont majoritairement de souche celte. Ah d'accord, ok. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on cherche... tu parles d'origine ethnique, mais c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Il y a eu beaucoup de mouvements de peuple en Europe. Oui. Finalement, la seule chose que tu peux voir,
bah, on est blanc, quoi. Ah, bah ça me Après, paraît évident. est-ce que quoi. tu veux chercher s'il y a plus ou moins d'influence Oui. latino, celto, germano, Un Suisse de souche blanc, est un voilà. homme blanc d'Europe, de l'Ouest, on va dire quoi. simplement, quoi. Voilà, Il n'y a très pas bien. besoin d'aller chercher midi à Soit 14, germanique je pense. ou latin, c'est pas la question. Oui, On a d'accord. d'autres problèmes. Oui, ça c'est sûr. Alors, une question qui est revenue souvent et que je voulais de toute façon vous poser, c'est un peu votre parcours d'études. Alors, même s'il a été rapide, vous pouvez nous en parler un peu, ça intéresse les gens. Toi, par exemple, Samuel. Oui. Ouais. Donc moi j'ai fait mon école obligatoire, simplement. Le truc c'est que dès le niveau de mon école obligatoire, une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je voyais que tous les Suisses, comme tu le dis, de souche, Oui. eh ben, énormément partaient faire des études ou partaient travailler dans le tertiaire. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème parce que c'est aussi par ce comportement-là qu'on est obligé de compenser le travail manuel Je par comprends. une immigration extra-européenne. Et déjà à cet âge-là, j'avais plus ou moins conscience de ça et c'est pour ça que j'ai choisi donc d'effectuer un apprentissage, de devenir ouvrier. Oui. Et finalement, De je me savoir suis faire quelque chose de- concrètement. dit, de savoir faire quelque chose et puis que je me dis que la place dans laquelle je travaille, elle sera pas occupée par un immigré. Tu vois Oui, ce que je c'est veux dire une... non, mais c'est très bien. Et c'est une question vraiment, je suis content que tu aies répondu ça parce que c'est vraiment central aujourd'hui. Alors, moi, c'est vrai que je suis dans une position complexe. Étant quelqu'un qui vit par l'esprit, c'est pas à moi de dire aux gens, oui, mais travailler physiquement, il y a un côté un petit peu dégueu là-dedans. Mais je suis quand même surpris que dans notre époque, moi, en tout cas, mes parents voulaient absolument que je fasse des longues études. Mais je pense que c'est pareil pour vous. En fait, ils n'ont pas d'idée précise de ce qu'il faut faire, mais c'est bien de faire des longues études. Or, en fait, premièrement, il y a un chômage énorme, en tout cas en France, c'est-à-dire qu'il y a plein de filières qui ne mènent nulle part. Et en fait, moi, je conseillerais vraiment aux gens qui ont 3 ou 4 enfants, si vous voyez qu'il y en a l'un d'eux qui est plus intéressé par l'artisanat, de ne pas le décourager. En fait, Encouragez-le même. voilà, en disqualifiant l'artisanat, en disant oui, mais c'est moins bien que les études. Déjà, ça n'est pas moins prestigieux, ça c'est vraiment une vision bourgeoise absolument insupportable. Et surtout, en tout cas pour l'emploi en France, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans, quoi. Là, j'ai un ami qui a fait des années de sociologie dans un truc. Enfin voilà, il est même allé jusqu'au master, il n'avait pas trouvé d'emploi. Maintenant, il est devenu boucher. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est ce qu'il aimait vraiment faire. Et il gagne bien sa vie. Et en fait, il est tout à fait heureux comme ça. Toi, Julien, qu'est-ce que. Bah, moi, après mon école obligatoire, j'ai entamé un apprentissage de carrossier peintre qui a Ouais. duré 4 ans. Ouais. Qui là, vraiment pareil, ça m'a fait connaître le monde du travail, le fait de devoir être rentable, d'avoir des clients et tout. Ouais. Euh, et pareil, j'ai remarqué, alors dans mon école, on encourageait aussi beaucoup les enfants à faire des études avant l'apprentissage. Ouais. Moi, j'ai jamais été très scolaire, tout ce qui est d'étudier, c'est pas mon truc. Donc, j'ai tout de suite su que ma vocation était dans un travail manuel, même si maintenant, ben, c'est clairement dans l'art que je préfère me lancer. D'accord, oui. Alors justement, évidemment, les gens qui te connaissent, donc artiste malpensant, tu as une profondeur, c'est-à-dire que en fait, tu n'es pas simplement un dessinateur, tu es un dessinateur militant, on peut oser le mot, on peut le dire comme ça. Oui, mais en fait, je suis militant par nécessité. En réalité, ma véritable vocation artistique, c'est plus de la bande dessinée, pas forcément politique. Moi, j'adore faire inventer des histoires. D'ailleurs, j'ai une bande dessinée en accès gratuit sur Internet. Et je le dis en toute honnêteté, artiste malpensant, j'ai autre chose à foutre en fait. Je dis clairement, c'est presque une perte de temps personnel. Oui. Parce que finalement, moi, ma vocation, c'est d'inventer des histoires et pas de faire des dessins de presse qui sont pas forcément jolis, que je dois faire à la va-vite, entre deux cours, entre deux boulots. Je fais vraiment parce que politiquement, on est dans une situation, je Très grave. qualifierais de catastrophique, et que les paradigmes idéologiques dans lesquels on est me rendent complètement dingue. En réalité, tu es un peu prisonnier de l'époque, c'est-à-dire Voilà, qu'en fait, exactement. tu es un poète dans l'esprit, Ouais. poète au sens large, dans le sens Oui. où tu as une vision esthétique du monde et tu aimerais la retranscrire à travers des œuvres de fiction, mais on va dire le réel te rattrape et tu es obligé, moi je me sens aussi un peu proche de cette vision, la politique, on peut pas faire autrement en fait, Voilà, on est obligé d'en exactement. parler quoi. On a été mis de force dedans en fait, parce qu'on a une conscience, on a une fierté, et on refuse. Enfin, Samuel parlait de l'histoire suisse. La Suisse, elle s'est créée parce que des hommes qui à l'époque avaient notre âge se sont battus, sont même morts dans d'atroces souffrances, pour qu'aujourd'hui, pour des ambitions personnelles, on abandonne tout ça. On veut pas entendre parler de politique. Oui, moi je veux faire de la BD, rien que de la BD, trouver une place dans l'édition, et pas entendre parler de ces conneries. Et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Oui, alors que c'est une course folle parce que, en tout cas, pour ma part, moi je lutte pour que nous puissions vivre dans une Europe où
cette recherche esthétique pure est possible, Voilà. tu comprends? C'est-à-dire je lutte pour revenir à une époque où Baudelaire peut exister et produire son œuvre tranquillement. Alors que Baudelaire- maintenant, c'est clairement en train de disparaître, y compris dans la création artistique. Elle est orientée idéologiquement, du moins, dès que ça doit rapporter de l'argent, dès qu'il faut plaire à pas mal d'éditeurs dans le monde des expositions. Et moi, j'ai très bien compris que, en tant qu'artiste, entre guillemets, de droite, même si j'aime pas ce mot, ça va être difficile de trouver une place, du moins dans Ah oui. l'édition large, on va dire. Alors oui, justement, tu parles de droite. Bon, évidemment, moi aussi, j'ai du mal un peu à me définir de droite, mais on va dire plutôt nationaliste là, antinationaliste et nationaliste de l'autre côté. Les gens se demandent aussi beaucoup comment on devient nationaliste. Alors, sans parler vraiment de cette genèse-là, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, toi, Samuel, avant d'être nationaliste, tu as été de gauche? Est-ce que tu as eu ce parcours-là ou alors tu es, comme Obélix, tu es né tout de suite Alors non, j'ai jamais été de gauche. Ah, très bien. J'ai été apolitique jusqu'à un certain âge, forcément, parce que quand t'as 8 ans, Ouais. t'es pas nationaliste, quoi. Forcément, t'as déjà de la peine à manger tout seul. Bien sûr. Non, je suis jamais passé par la gauche. En fait, finalement, tu veux que je te raconte mon parcours, en fait? Ouais, Parcours vas-y, politique vas-y. qui m'a amené, d'accord. Donc ça commence assez tôt, pour moi c'était l'école, ce qui correspond à l'école secondaire en France, je crois. Donc quand tu te retrouves confronté vraiment au pays dans lequel tu vis et à l'époque dans laquelle tu vis, quand tu es confronté au communautarisme étranger, à l'immigration, Ouais. quand tu es confronté aux murs de ta ville qui sont tagués par des petits poètes qui viennent écrire Nique la Suisse, Mort aux Suisses, etc. Enfin bon, c'est quand même un environnement dans lequel tu es poussé à faire un choix qui est peut-être le choix le plus important de ta vie quand tu as 14 ans, Ouais. qui est soit celui de commencer à marcher à l'ombre, à ignorer le problème, à espérer ne jamais être la cible de ces gens, Oui. ou la deuxième, qui est donc de prendre le problème à bras-le-cœur, et quitte à te faire des ennemis finalement. Moi, je me suis dit, de toute façon, en tant que Suisse, t'es déjà une victime à la base, donc, C'est drôle de phrase, c'est marrant. donc je me suis dit, je vais leur... Excuse-moi de l'expression, je vais leur cracher ouvertement à la gueule, Ah bah non, et mais- puis après, au moins, ils auront une bonne raison de me haïr. Ah Voilà, bah, écoute, c'est le très choix bien. que j'ai fait finalement. N'aie pas peur d'être trop vulgaire ici. Et tu sais que- forcément, suite à ça, on commence à se faire des amis qui sont idéologiquement proches de nous, naturellement. Ensuite, on s'est retrouvé à 17-18 ans avec quelques camarades et on s'est retrouvé face à un problème qui est que la mouvance nationaliste est quasiment déserte en Suisse. Ah oui. Donc nous, la seule chose qu'on a pu faire, on s'est dit, tant qu'à rien faire, on va aller en France. Et moi, j'ai fait mes premières armes justement en France voisine, dans la région lyonnaise, où on avait rencontré plein de gens exceptionnels, notamment du GUD, de l'œuvre française, etc. Oui, donc jeune nation maintenant. Donc on a fait peut-être un an et demi de militantisme en France. Ouais. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'à 100 km de chez nous, il y ait des gens motivés à créer des choses, à bouger des choses, créer des structures, et puis qu'en Suisse, il n'y ait rien. Donc on s'est dit, justement, personne ne va le faire pour nous. Donc Oui, exactement, ouais. on s'est mis ensemble, et puis 5 ou 6 camarades, on a créé Résistance Helvétique. D'accord, et Puis toi, finalement... toi Julien, tu en étais de ça au début ou t'as rejoint ça plus tard J'ai rejoint ça beaucoup plus tard, mais idéologiquement, j'étais déjà orienté. Disons qu'au moment d'entrer dans mon école, en fait, on était relativement, je dis bien relativement préservé de la diversité, entre guillemets, mais pas du gauchisme des professeurs. Oui. Et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, mon idéologie politique, c'est plus un instinct. C'est de dire, il y a quelque chose qui cloche. On a des rumeurs, voilà, une invasion migratoire qui est en train de se préparer, une islamisation, et c'était vraiment il y a 10 ans de ça, et par instant on disait ça pue la merde, si j'ose dire. Ouais. Et on voyait que le contraste avec nos professeurs qui nous bourraient le mou avec des films sur l'esclavage, qui me rendaient complètement dingue. D'ailleurs, l'école, ça n'a pas été une super expérience vis-à-vis sur le plan politique, vis-à-vis des professeurs. Et après, la vie fait son chemin. Quand on commence un travail, on pense peut-être plus à ça. Mais cette idée, l'incitante revient. Oui. Jusqu'au moment où on trouve le temps et les moyens de s'instruire, de se cultiver. Et là, toutes les idées qu'on s'était faites durant toutes ces années, on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Là, on arrive à mettre des mots dessus. Et ça m'a amené tout naturellement à un militantisme que je connais aujourd'hui. Oui, en fait, l'expérience précède la réflexion intellectuelle. Exactement. C'est-à-dire que en fait, ça nous donne une intuition sur le monde, et après, on essaye de se donner raison avec les bouquins, à tort ou à raison. Et puis souvent, en fait, Et c'est même effrayant de se rendre compte que pas mal d'écrivains, en fait, écrivent presque mot pour mot de ce qu'on avait dans la tête il y a peut-être 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'en parlerai dans la prochaine émission, parce que je vais aussi, je fais une petite parenthèse, de temps en temps, je vous présenterai des livres. On me l'a souvent demandé, ça. Voilà, donc c'est une espèce d'échange, de partage culturel. Je suis en train de lire un livre dont malheureusement j'ai oublié le nom, et qui traite de l'invasion
ottomane à l'époque, donc en fait dans les siècles passés. Et c'est curieux de voir les similitudes avec la crise de migrants qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que les musulmans de l'époque en réalité sont les mêmes et en fait faisaient les mêmes choses, commettaient les mêmes atrocités lorsqu'ils étaient envahisseurs. Donc il y a vraiment une permanence de l'horreur et malheureusement plus on devient cultivé, plus on s'en rend compte. Alors à ce propos, c'est toujours un peu difficile de se sentir, c'est très vaniteux de dire ça, mais de se sentir presque plus cultivé que ses parents, on peut le dire. Oui, clairement. Beaucoup de jeunes qui nous suivent ont un peu cette sensation. Alors moi je voulais vous demander, on va commencer par exemple par Samuel, toi, comment tes parents voient ton combat politique? Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord? Comment ça marche? Alors, disons que c'est un peu différent parce qu'ils ne le voient pas. Ah, ils sont pas au courant. J'essaye un maximum de les tenir à l'écart de mon combat politique parce que de un, je sais qu'ils l'accepteraient pas, et puis de deux, bah, je préfère les préserver de ça. Bon, après, s'ils viennent à l'apprendre, pour moi, c'est pas un souci, j'en ai pas honte, mais je vais pas ouvertement leur dire ce que je fais, que je prends parfois des risques parce que ça les inquiéterait beaucoup plus qu'autre chose et ça sert à rien. Tu es en train de me dire, mon petit gars, qu'il faut pas que je leur envoie la vidéo qu'on est en train de faire en réalité. S'ils la voient, de toute façon, ils le sauront bien un jour, j'ai envie de dire. Mais... Et toi, Julien, tu m'en avais parlé un peu dans la voiture. Non, moi je suis grillé depuis le début, la discrétion ça n'a jamais été mon truc. Le tout début en fait quand je parlais de l'école, c'est qu'un de mes anciens profs et le voisin de mes parents, on se connaît depuis que je suis tout petit. Et typiquement mes parents ont déjà appris que j'ai eu le malheur à un moment donné de pencher trop dans ce bord-là, donc j'ai toujours été grillé. Et Thomas Joly l'expliquait ici même la dernière fois, c'est pas idéal de se confronter avec sa famille, on a autre chose à faire que de se chamailler. Malheureusement, on est une fois de plus rattrapé par le réel. Ça veut dire que mes parents, avant même les idées, c'est plutôt ils craignent en fait. Tous les parents craignent pour leurs enfants. Ils n'ont pas envie que ces derniers gâchent leur vie. Ils préféraient que tout se passe bien dans le domaine de l'art. Ils disent ah Julien, comment tu vas trouver du boulot avec tes idées? Je les comprends, je me mets à leur place. Mais on est en 2016, les paradigmes sont en train de changer, la situation est en train de s'aggraver. Et puis, d'un autre côté, je les vois se mettre devant la télévision, ça me désole. C'est mes parents, je les aime, ça m'embête. J'en veux beaucoup aux médias de manipuler comme ça les générations précédentes, à qui on doit beaucoup finalement. On doit la vie à nos parents. Oui. Et de savoir qu'ils sont maintenus dans l'erreur par des gens qui sont subventionnés pour ça. Et à cause de ça, devoir se chamailler à la maison, pour des histoires, parce que moi j'ai pas envie de parler de politique, mais ça revient automatiquement. On parle de boulot, oui, Julien, machin, avec les idées, ça finit en bagarre en général. Ouais. Alors que moi je l'ai pas demandé à la base. Donc j'ai préféré jouer le jeu de la transparence, ne rien leur cacher. Et finalement, quand on est franc, quand on est honnête, on finit par imposer entre guillemets ses idées et ça nous laisse plus de marge de manœuvre. Et moi, c'est un conseil que je peux donner, autant. S'il est possible de entièrement se cacher, autant le faire, mais il ne faut pas être entre deux. À un moment donné, soit on assume complètement, soit on reste discret. Moi, j'ai fait le choix de m'assumer. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu il faut réfléchir ça dans sa tête parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Et quand même, le bon côté, c'est qu'il y a une libération. Moi, je sais que quand j'ai assumé mes propos... Ça fait du bien. Ça fait du bien, donc il y a pas mal de soirées auxquelles tu n'es plus invité. Mais par contre, il y a un poids qui se libère de ton cœur. En fait, tu as l'impression d'être un homme libre en réalité. C'est ça qui est beau. Oui, sur le plan intellectuel du moins. Oui. Et puis sur le reste, pareil, je veux dire, j'ai pas beaucoup de conséquences, il n'y a pas de soucis. Alors j'ai parlé des parents quand même, puisque vous êtes jeunes, excusez-moi cette question, mais par rapport à vos congénères, c'est-à-dire que comment vous supportez, comment vous souffrez en fait la proximité avec des gens de votre âge qui ne comprennent pas ce que vous faites, par exemple en soirée, est-ce que vous arrivez de te lâcher, est-ce que toi, par exemple Samuel, tu essayes de fréquenter, même dans une perspective prosélyte, des personnes qui ne sont pas nationaux? Et si c'est le cas, est-ce qu'en Suisse, par exemple, il y a plus de tolérance par rapport aux nationalistes qu'en France? Alors, je ne pense pas, non, ça fera toujours crier tout le monde quand on dira aux Suisses lambda qu'on est nationaliste. Ouais. Après, forcément, par un espèce d'esprit clanique, on reste plus facilement avec ses amis idéologiquement proches. Bon, après, je suis pas non plus asocial, je vais un peu partout. Je cache pas forcément ce que je pense. Je veux dire, si quelqu'un me le demande, je vais lui dire honnêtement, concrètement, et puis on verra bien comment ça passe. En général, assez mal, mais bon, ma foi. Il faut bien quelques électrochocs de temps en temps pour faire réfléchir les gens. Ouais. Donc oui, ça se passe plutôt bien, autant que ça peut l'être ça avec va. une époque qui n'est pas en accord avec nos principes. J'ai pas encore trop de cicatrices, je peux en avoir encore une ou deux. Alors je t'ai pas encore fait péter la tronche. Je sais pas, toi, Julien, t'as l'air un petit peu plus, non pas castagneur, mais un petit peu plus vif. Alors peut-être que t'as eu des soucis avec des gens de ton âge, que ce soit à l'école ou...
Ouais, alors peut-être quand j'étais vraiment gosse, parce que j'avais de la peine à vraiment bien m'exprimer sur ce sujet. Oui, Mais à un moment donné, par exemple, je suis dans une école d'art qui forcément est majoritairement à gauche. oui. Dès qu'on s'assume vraiment pleinement, les gens peut-être que par derrière vomissent les idées, mais sur le plan humain, ils peuvent pas nier une certaine intelligence. Puis sur le plan humain, je suis sympathique, je veux dire, même un gauchiste qui est sympa, je discute avec, il n'y a pas de problème. Donc en fait, à long terme, je pense pas. Il y a des gens qui de toute façon vont se fermer, on va en venir aux mains, mais l'immense majorité des personnes, même si elles ne partagent pas nos idées, le naturel il revient au galop. Du moment qu'on est sympathique, qu'on est sociable, malgré nos idées, on arrive entre guillemets, à forcer le passage. Ouais. Et pour moi, ça marche relativement bien. Et puis les personnes qui m'ont banni, qui m'ont supprimé, qui veulent plus me voir, ben, c'est des personnes qui de toute façon à la base n'en valaient pas la peine. Oui, oui, donc tu as cette tranquillité d'esprit vis-à-vis des gens qui ont décidé de se séparer de ton chemin, quoi. Oui, il n'y en a pas tant que ça. J'ai gagné plus de gens que j'en ai perdu globalement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un saut à faire. Effectivement, il y a un peu un vertige quand on fait son coming out natio. Pendant un moment, on se dit merde, ma vie sociale est foutue. Mais en fait, on reconstruit des réseaux par ailleurs. Et c'est beaucoup plus simple parce que quand on va dans ces soirées-là, en fait, après, il y a des cons partout, hein, il y a des cons chez les nations. C'est pas parce qu'on passe une soirée natio qu'elle est merveilleuse et parfaite en tout point, mais enfin voilà quoi. J'ai j'ai une question qui me. Elle a rien à foutre là, elle est un petit peu hors sujet cette question, mais j'y pense parce qu'en fait, à travers ton délicieux petit accent, Julien, je J'ai un réalise- accent. Oui, tu as un accent. Je m'en rends pas compte. Non, 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 du coup, il s'est énervé, quoi. Il m'a fait peur. Non, parce qu'il y a un mec qui me demandait, est-ce que je trouvais ça drôle, c'est complètement con, mais je trouvais ça drôle. Est-ce que vous estimez qu'en fait, c'est vous qui parlez vrai français et c'est nous qui avons un accent? Chaque région a sa propre identité. Ouais. Il y a pas du vrai français. Enfin, Il ne oui, s'agit pas de valeur, hein. Je suis pas en train de dire les Suisses sont cool, les Français sont nuls ou l'inverse. Je veux dire, est-ce que vous avez cette sensation? Parce que c'est intéressant, c'est la question du point de vue. Nous, en tant que Français, on a l'impression que tous ceux qui parlent français ont un accent bizarre. Les Belges, les Suisses, les Québécois. Alors, est-ce que vous avez l'impression de. Je sais plus, quand j'avais fait ma conférence à Lausanne, notre ami la Raphaël, là, celui qui avait organisé ça, m'avait dit que c'était le français initial, c'était celui des Genevois. Est-ce que vous avez votre avis là-dessus ou est-ce qu'il était en train de me troller? Alors moi je pense que globalement on pense ne pas parler le vrai français, mais on en est très fier. D'accord, Si oui, on est fier de cette différence aussi. Bah, il faut bien quelques points qu'on différencie Ah avec bah vous, oui, bien quoi. sûr, bien sûr. Non, non, Donc, mais c'est clair, il y a un phrasé. Il y a un patois auquel on tient beaucoup aussi. Ouais, Oui. certains mots particuliers. Oui, c'est sur des petits spécifiques. mots, c'est comme quand vous êtes dans le sud-ouest, vous demandez au pain au chocolat, et en fait la personne ne comprend chocolatine, pas, c'est c'est une ça. chocolatine. Ouais. Voilà, quoi. La première fois que je suis allé en Suisse, en fait, je voulais, je suis allé faire des courses et la personne m'a dit, est-ce que vous voulez un cornet? Et j'ai dit, mais c'est quoi un cornet en Ah fait oui, un oui. sac, Et nous, on a un cornet de glace, en fait, et c'était Non, un mais petit sachet, quoi. c'est entre guillemets alors je vais prendre un langage gauchiste, mais c'est la diversité, c'est une richesse culturelle. Ça veut Ah, dire que complètement. typiquement tout à l'heure, à Paris on était bouffé, j'ai demandé une chope de bière, et le barman m'a dit non, c'est une pinte de bière. Et donc on peut s'identifier les uns les autres. Ah, bah, toi tu viens de là, toi tu viens de là. Ça c'est la vraie diversité. Ça c'est le multiculturalisme qu'on défend finalement. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une. Comment dirais-je? Au niveau régional, il y a une proximité. Par exemple, moi, tu sais que je suis grenoblois. Et mon père, en fait, bon, même s'il est de souche italienne, il a été élevé en Savoie toute sa vie. Et en Savoie, on dit également une chope de bière. Donc tu vois qu'en fait, en fonction des régions, plus les régions sont proches, plus il y a une proximité. Oui, Non, c'est il y a ça. peut-être plus de proximité culturelle entre un Savoyard, ou un Savoisien, je crois qu'on dit, un Savoisien et un Suisse, qu'entre un Savoisien et un Parisien, bien sûr. Ouais, ou par exemple entre un Haut-Savoyard et puis un Valaisan, et puis qu'entre un Valaisan et un Suisse allemand, pareil. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bon, là, la première partie va s'achever bientôt. Je voudrais lancer un peu la seconde avec une question qui paraîtra peut-être un petit peu complexe. C'est nos amis d'égalité et réconciliation suisse qui me l'ont posé. En fait, alors ça s'adresse essentiellement à toi, Julien, mais si tu as quelque chose à dire, Bien sûr. je t'en prie. C'est comment tu définirais, alors eux ils ont appelé ça l'art ou la culture de droite, on va dire l'art nationaliste. Pour toi, À l'heure actuelle donc. oui, à l'heure actuelle, quelle est ta définition à toi, vu que tu es nationaliste? Qu'est-ce que c'est l'art nationaliste, à la différence de l'art de gauche, on va dire, de l'art de gauche d'aujourd'hui, bien sûr. Donc nationaliste, c'est dire que c'est politisé, le nationalisme est une doctrine. Alors disons plutôt l'art de droite, alors, parce que l'art de droite peut ne pas être politique, tu vois. Dans ce cas, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bien fait, tout ce qui est académique, à contrario à tout ce qui est de gauche et progressisme, ça peut être intéressant, mais c'est globalement de la merde. Enfin, moi qui viens d'une école d'art, j'ai vu pas mal
ce qu'on appelle de l'art dégénéré, je dis sans complexe. Et l'art de droite, c'est plutôt par exemple Hergé, pour moi, c'est un dessinateur de droite, pas forcément sur le plan politique, mais il s'applique, il fait des choses comme il faut, académique. Attends, j'admets mon inculture. Hergé, c'est le mec de Tintin? Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bah tu sais qu'en plus, Tintin, tu sais Oui. qui a inspiré Tintin. On est Ouais, à peu près certain que ce serait Léon Degrelle qui aurait inspiré le personnage de Tintin. Oui. Il faut quand même dire que Léon Degrelle, c'était quelqu'un qui n'était pas tout à fait à gauche. Hein. Pas vraiment, non. Il y a un univers esthétique, il y a des univers esthétiques pour chaque idéologie, même si c'est entre guillemets dépolitisé, même un artiste dépolitisé, avec certaines gammes de couleurs, certaines identités, on sait qu'il est orienté politiquement, alors que quelqu'un, à contrario, artiste mal pensant, ça ne me représente pas sur le plan artistique, mais quelqu'un qui s'applique à faire des jolies voitures dans ses BD, des jolis flingues, des personnages qui sont bien faits sur le plan morphologique, bien proportionnés, ce ne sera pas forcément pas un gauchiste, mais en règle générale, c'est quelqu'un de sain d'esprit. Alors que moi, je vois dans beaucoup de bandes dessinées ou dans d'illustrations où il y a de la disgrâce volontaire, c'est-à-dire des personnages vraiment laids. Et c'est un peu la différence entre l'art de droite et l'art de gauche. C'est la réponse la plus simple que je pourrais donner. En fait, en gros, si je résume, c'est que tu dirais que l'artiste de gauche essaye toujours d'être dans la subversion au sens premier du mot, c'est-à-dire en fait prendre un modèle et le faire dévier. Voilà, exactement. Alors que l'art de droite, déconstruire, la déconstruction. Voilà. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai de la peine à dessiner, que je n'ai pas envie de dessiner. Oui. Parce que, je ne vais pas donner d'exemple, mais des trucs qui sont laids et que je n'ai pas envie. Alors que d'autres personnes, à contrario, se félicitent de faire des choses ouvertement laides, ou blasphématoires, ou choquantes, ou des gens qui dessinent des bébés morts, des trucs dégueulasses comme ça. C'est aussi une question de santé mentale finalement, tout simplement. Oui. Dans ma dire que les artistes de gauche sont fous et toi que c'est normal. Non, c'est pas de la folie parce que c'est carrément c'est malsain. Enfin, moi dans ma bande dessinée, je ferai pas peut-être du sang, des machins, mais pas des trucs gore, des trucs glauques, des trucs dégueulasses. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me suis toujours dit que cette mode, par exemple pour les films gore. Et pour ce qu'on appelle les torture movies, style Saw, ça devrait être interdit. Pour moi, ça montre vraiment la déviance de l'époque, parce que aimer un tel spectacle, c'est vraiment... C'est malsain, c'est contre nature en fait. Oui, ou quand on voit entre l'apparition de la pornographie, ce qu'elle était dans les années 70 et ce qu'elle est maintenant, en fait finalement avant la pornographie c'était quoi? C'était montrer des gens baiser. Maintenant c'est montrer des choses particulières que pratiquement personne ne fait régulièrement, tu vois, des positions spectaculaires, des choses absolument incroyables, sans parler du métissage bien sûr. Quoi. Mm-hmm. Bon, très bien. Bah, écoute, on va faire une petite pause. Dans la seconde partie, en fait, je rentrerai plus en détail dans la carrière de nos deux jeunes amis ici. Et puis, dans la troisième partie, on fera une petite revue d'actualité, comme d'habitude. Donc, on se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau de Vive l'Europe, deuxième partie. Alors s'il y a une espèce de bruit de castor incompréhensible, c'est le voisin d'en haut, on sait pas ce qu'il est en train de branler, mais enfin on a essayé plusieurs fois d'arrêter, mais apparemment il veut pas arrêter de faire du bruit. Je fais une très très brève digression sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous savez qu'il y a eu le banquet de Rivarol, qui a été un succès considérable. Bon, il y a eu plus de 600 personnes qui sont venues, ils ont été obligés de refuser des invités, des convives. Mais il y avait également la presse. Et moi, je me suis un peu insurgé contre ça parce que je pense que c'était une erreur de faire venir la presse, surtout ces vieilles salopes de Canal+. Et donc j'en ai fait en fait j'en ai fait un statut un petit peu amer et les gens l'ont pris pour eux. Alors qu'en réalité, je ne critiquais pas les gens individuellement qui sont passés dans notre reportage, mais la mauvaise presse que ça nous a fait et on va dire en termes de communication, je trouvais ça pas très bon. Et pour moi, le témoin de ça, ce sont mes propres parents qui pourtant votent Front National et qui en fait m'ont dit mais c'est les gens que tu fréquentes. Tu sais, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est des gens de l'ex-œuvre française ou même des gens de Rivarol que j'apprécie par ailleurs. Ils m'ont dit, mais ils font peur ces gens-là. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce statut pamphlétaire, c'est parce que ça m'a énervé. Parce que quand je vous vois dans les réunions nationaux, vous êtes les gens les plus gentils que je connais en fait.
Il n'y a pas plus gentil qu'un nationaliste. Et autant je pense que la dédiabolisation à la Marine Le Pen, c'est vrai que ça allait trop loin, et moi je pense qu'on nous on va trop loin dans la diabolisation de nous-mêmes. Il faut qu'on tende la main vers les gens, il ne faut pas qu'on leur fasse peur. Donc c'est ça que je disais. Mais si certaines personnes ont été blessées par mes propos, je m'en excuse. Je considère qu'on fait partie de la même famille. Et dans une famille, parfois entre frères et sœurs, on se chamaille, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. En tout cas, de mon côté, moi je vous aime et je vous respecte. Voilà, donc cette parenthèse était faite. Excusez-moi, j'ai un peu mangé sur votre temps. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail de votre... comment dirais-je, de votre... que je disais tout à l'heure, carrière, mais c'est le mot, en tout cas pour toi, Julien, qui est un dessinateur. C'est un gros mot. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de te poser, c'est ce personnage qui est un peu ton double virtuel, d'artiste malpensant, comment en as-tu eu l'idée? Alors c'est très simple, au début il y avait égalité réconciliation, en fait j'ai commencé par Alain Soral, comme beaucoup de nationalistes. Alain Soral que je respecte beaucoup, j'ai peut-être des points de désaccord avec, mais en tout cas sur le plan humain, personnel, il est droit, il est honnête et il en prend plein la gueule parce qu'il s'attaque forcément à ceux qu'il ne faut pas s'attaquer. Et son site Égalité Réconciliation, comme d'autres sites comme F de Souche, etc., même si ce n'est pas la même ligne, font un excellent travail. Et il y avait la rubrique Les dessins de la semaine. Et à côté de mon travail, de mes autres dessins, je me suis dit, ah, tiens, je vais envoyer des dessins. Et ça s'arrêtait là en fait, signé Julien simplement. Et à un moment donné, alors je ne vais pas citer son nom parce qu'il a enlevé ses vidéos de YouTube, je ne sais pas s'il me regarde, il va se reconnaître, mais il y avait un homme qui faisait aussi des vidéos un peu politisées sur la même ligne que R. J'ai envoyé mes dessins comme ça pour garnir ses vidéos et il m'a relayé, il m'a fait de la pub, je lui en suis reconnaissant. Si tu te reconnais, encore merci. Et il m'a dit, bah tiens, fais un petit personnage, un logo qui te ressemble. Alors je lui ai fait un petit bonhomme comme ça, vite fait, bien fait. Et puis j'ai continué à faire des dessins pour ER avec ce petit bonhomme en bas. Jusqu'au moment où je suis rentré à Résistance Helvétique et certains camarades m'ont conseillé de faire une page Facebook. Et j'ai trouvé ça une bonne idée, je l'ai fait le jour même d'ailleurs. Le nom Artiste Malpensant, c'est un nom que j'ai trouvé vraiment je ne vais pas dire dans les 5 minutes qui ont suivi la proposition. Ça t'a paru cohérent Cohérent, même si c'est pas très phonétiquement agréable. Je pense que j'aurais fait autre chose si je vais refaire, mais après tout, c'est pas l'important en fait. Et de créer cette page, ça m'a donné beaucoup de leçons politiques en fait. Ça veut dire que comme j'étais sur une ligne égalité-réconciliation, que je répète, je respecte cette organisation même si je ne suis pas en désaccord, cela m'a montré les limites de cette idéologie. Ça veut dire que je suis toujours antisioniste à fond la caisse, pro-palestinien dans le sens où les Palestiniens ont vocation à vivre dans leur pays, ça me semble la moindre des choses, même si je n'approuve pas forcément ce qui se passe. Bref, ça ne nous regarde pas. Mais le fait de prendre parti a mis dans ma poche une certaine clientèle arabo-musulmane qui franchement était très contente de ce que je faisais et tout. Oui, vas-y seulement machin. Ils me demandaient de faire des dessins sur la Palestine et tout. Et au moment donné où j'ai fait des dessins sur les Européens, en faveur des Européens, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux se sont retournés contre moi. Oui, qui fait le jeu des sionistes, machin, blablabla et tout. Et là, j'ai compris que la réconciliation avait ses limites. Qu'on pouvait être amis avec des arabo-musulmans, il n'y a aucun problème, avoir des idées en commun, des combats en commun, mais qu'à un moment donné, il y a une limite. On ne sera jamais dans le même camp. Et je le dis sans haine, moi je veux dire, tous les musulmans que je connais sont des gens raisonnables, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, on est différents, c'est comme ça. Et certains dessins, on va dire, m'ont vraiment prouvé que nous n'étions pas dans le même camp. D'accord, oui, bon, c'est... Et depuis, je me suis encore plus radicalisé. Oui. Et je le répète sans haine, j'ai envie de tuer personne. Non, je précise. Non, mais j'adore l'expression, je me suis radicalisé sans haine, tu sais. Genre, non, mais oui, d'accord. Non, mais je te crois, mais voilà. C'était aux yeux de quelqu'un qui n'est pas nuancé ou qui ne connaît pas les nuances de vocabulaire, ça peut paraître un petit peu complexe à concevoir. Alors, tu m'as répondu un petit peu, alors je vais te dire Samuel, mais dans un premier temps, on va retracer le parcours de... Voilà, je vais lui poser 4-5 questions d'affilée, et après ça sera ton tour. Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu te définis davantage j'allais dire au jour d'aujourd'hui, cette expression qui n'existe pas, mais j'aime bien, ça fait un peu populaire. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te définis davantage comme un dessinateur ou comme un militant nationaliste ? Comme un militant nationaliste sur le plan politique, comme un dessinateur sur le plan de ma passion, mais vraiment dépolitisé. Et après sur le plan professionnel, pour gagner sa vie, le dessin, c'est pas l'idéal, donc je vais faire n'importe quel boulot qui me permette de bouffer.
Mais avant d'être un artiste malpensant, sur le plan politique, c'est une petite partie de ce que je fais en fait. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens qui me suivent voient que je fais pas non plus un dessin tous les jours comme je le faisais à une certaine époque où j'ai peut-être plus de temps. C'est vrai. Maintenant, on en avait déduit que tu étais devenu un gros branleur. Non, mais c'est pas ça. Voilà, j'ai une BD personnelle qui a 160 pages que je publie régulièrement en accès gratuit. N'importe qui peut la lire. J'ai mon travail de fin d'études, mes recherches d'emploi. Ma vie sociale qui devient vraiment, qui me prend beaucoup de temps et c'est une bonne chose. Et artiste malpensant, c'est vraiment c'est la pente émergée de l'iceberg finalement. D'accord. Oui, j'avais une question sur l'engagement parce que tu sais, quand on entend l'expression artiste engagé, en France, c'est nécessairement quelque chose qui fait référence à quelqu'un de gauche. Oui. Ça me paraît impensable. D'ailleurs, je me souviens dans le tout premier entretien que j'ai donné, on m'avait dit est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Et oui, mais c'est tellement une expression qu'on a accolée aux gauchistes en fait, que moi j'ai envie de te dire. Donc, est-ce que tu te considères déjà comme un artiste engagé? Je pense que oui, si tu es militant. Ouais, clairement. Et est-ce que malgré tout, on peut dire qu'il y a deux formes de rebellitude, la rebellitude de gauche qui en réalité est du conformisme aujourd'hui, Clairement. et la rebellitude de droite. Est-ce qu'il y a un pont entre l'un et l'autre, et est-ce qu'il y a des artistes malgré tout à qui tu prêtes du talent en dépit de leur gauchisme, on pourrait dire? Non. Alors. Non. Attends, je nuance énormément. Par exemple, à Égalité et Réconciliation, je le répète, n'a pas la même idéologie que moi. Ils sont pas du tout de gauche, hein. Mais c'est des gens que je trouve très talentueux, avec qui j'ai beaucoup d'idées en commun. Typiquement des dessinateurs comme Zéon, comme Azim et tout. Franchement, c'est des mecs que j'adore le travail qu'ils font. Et on a, je pense, 90% d'idées en commun. Et même les idées en désaccord, c'est pas. Je t'arrête. 90%. 90%. Oui, pardon, autant pour moi. Comme il disait l'autre, là, le rugbyman, we are in France, we speak French. Oui, voilà. autant pour moi, d'accord. Et puis même le 10% de désaccord, c'est des choses qu'on peut discuter. Après, quand on entend artistes de gauche engagés, c'est des gens qui me donnent qui m'énervent. Ils sont insupportables, ils cassent les couilles, ils sont sectaires, ils sont beaucoup moins tolérants. Parce que moi au final, j'accepte de discuter avec tout le monde. Tous les gauchistes qui me connaissent savent que j'ai toujours parlé. Un truc universel chez moi, c'est la politesse, quoi. Peu importe la personne que j'ai en face de moi, sa race, son idéologie, je suis quelqu'un de poli. Mais je remarque qu'en face, les personnes les plus tolérantes, les plus ouvertes, en fait, sont les plus chiantes, casse-couilles, sectaires, violentes. Enfin bref, voilà. Je ne vais pas forcément raconter des anecdotes, mais oui, non, mais je pense qu'on en aurait tous à raconter. Voilà. Il n'y a pas plus fermé d'esprit qu'un hippie en réalité. Complètement. Les gens m'ont demandé quels étaient tes projets en cours. Tu as parlé un peu d'une BD. À part ça, c'est quoi l'horizon pour toi, on va dire, sur un an là? Tu vas continuer tes dessins? Qu'est-ce que tu as comme projet? Alors, moi, le principal, c'est de finir mon année de diplôme. Après, 4 ans dans une école d'art, ça commence gentiment à me peser. Je suis pas conçu physiquement pour passer une journée devant un ordinateur, parce que je dessine sur l'ordi et sur le papier. Ouais. J'aimais pas mon boulot de carrossier peintre, mais sur l'aspect physique, ça me manque, le fait de devoir courir à gauche à droite. Pour bouffer, ça va me faire du bien de trouver un boulot pénible physiquement, vraiment. Comme ça a été le cas à l'armée, ou quand j'étais carrossier, ou quand je bosse au marché folklorique à trimballer les caisses de bouteilles. Sur le plan artistique, si je dois dessiner en rentrant de boulot, je le fais. J'ai une ancienne bande dessinée de beaucoup plus de pages que je faisais quand je rentrais du boulot, quand j'étais carrossier peintre. Pour moi, le dessin, si je dois pas en faire mon métier, c'est pas un problème. Je continuerai à dessiner quoi qu'il arrive. Et que je le fasse après l'entraînement, après le boulot, c'est pas la question en fait. Et mes projets, c'est continuer artiste malpensant, faire des dessins selon l'actualité, pas faire trop de dessins non plus, vraiment faire des trucs plus malins, même si c'est pas facile. Ma bande dessinée personnelle, qui est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Et puis, j'ai mis un peu de côté certains projets, on va dire, de dessin professionnel que je sais que c'est pas rentable économiquement et que ça me porterait pas. Parce qu'à un moment donné, il faut bouffer dans sa vie. Le dessin, je pense qu'à l'avenir, ce sera plus un hobby. Et si après, ça m'amènera sur des opportunités professionnelles, seul Dieu le sait en fait. D'accord, ouais. Alors, il y a un internaute qui a posé une question qui m'a ému. Je trouvais ça mignon. Il m'a dit: est-ce qu'un jour tu serais prêt à illustrer les bouquins de Daniel Conversano? Je sais pas qui est cette personne, mais apparemment, il nous verrait bien nous associer, quoi. Oui, sans problème. Bon, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, mais je ferai appel à lui. Ah oui, typiquement, si y a une personne qui écrit des livres ou qui a besoin d'un illustrateur, moi je suis parfaitement ouvert. Alors,
là, tu sais, c'est mon expérience de mec qui a longtemps bossé bénévolement. Précise bien que, Oui, en dehors, rémunéré. à part si le projet, on va dire, te passionne en termes idéologiques, ce n'est pas forcément quelque chose que tu veux faire gratuitement. Hein. Voilà, Attention, oui. hein, parce que sinon tu vas avoir tous les crevards du monde. Mais ça, je les ai déjà eu. Je les ai eu. Combien de gens me disent ah Julien, fais ci, fais ça, fais ci. Après, j'ai eu affaire aussi à des gens qui m'ont payé, ça, il n'y a pas de problème. Oui, oui. J'ai aussi affaire à des malhonnêtes qui m'ont pas payé, bon, ça c'est la vie. Oui, oui. Ça concerne Enfin, tout le à monde. discuter les conditions avec toi, bien sûr, en Voilà, privé, voilà, peut-être pour exactement. faire une affiche, ça va, mais évidemment, pour dessiner 60 dessins, tu vas peut-être pas te faire ça gratuitement. bien Voilà, sûr. exactement. Ou alors à des prix trop cassés. Parce après, sinon, je casse les prix, c'est pas correct pour mes collègues dessinateurs. Enfin, il Ouais. faut. Soit on fait un truc bénévolement, soit on fait un truc payé, mais il y a des règles à respecter. D'accord, on reconnaît bien ta droiture. Et, tout à fait suisse, et ouais. tout ce qui est ma BD personnelle, je répète, c'est comme c'est une passion, c'est gratuit et accessible à tous. N'importe qui peut lire ma BD sans problème. Oui, enfin, j'imagine que tu proposeras quand même un format papier pour les gens qui ont ce rapport. Moi, personnellement, je te l'achèterais parce que j'aime pas trop lire 50 pages en PDF. C'est pas, je suis d'accord, mais là pour le moment, je les ai imprimés pour moi personnellement, mais pour le moment, c'est pas un projet. De toute façon, c'est une BD où je parodie des personnages des personnages des dessins animés, donc je pourrais même pas la vendre en fait. C'est plus un D'accord. gros délire qui me fait plus de plaisir à moi finalement qu'autre chose. Très bien. Est-ce que, pour le moment, je connais pas trop la législation suisse, je sais que vous avez également des lois antiracistes, Oui, en malheureusement, mais est-ce que tu as subi des persécutions judiciaires c'est la première question, déjà je l'arrête là. Voilà. Non, parce que déjà, je n'incite pas à la haine. C'est-à-dire que même si un gauchiste débile incite à la haine, dans les faits, non. Il peut le mettre au tribunal. Je veux bien que les juges soient orientés. Je veux bien qu'il y ait en Suisse, on a la CICAD, c'est l'équivalent de la LICRA. Je suis présent dans le rapport annuel de la CICAD comme quelqu'un de préoccupant pour 2 commentaires Facebook. Et c'est pas comme si j'avais une milice sous mes ordres, hein. En termes d'influence, c'est 0, donc ces mecs-là sont complètement parano. Non, j'ai des menaces de plainte d'homosexuels quand j'ai fait des dessins contre la Gay Pride. Et après, non, c'est vrai. Non mais je t'interromps parce que ça c'est vraiment un truc d'homosexuel, c'est-à-dire en fait la menace de plainte. Genre attention si tu continues, je vais porter plainte. Puis comme on s'y connaît pas dans le monde judiciaire, on est là, ah merde, attention, on se rend compte que c'est du vent. Puis en plus de ça, c'est du vent parce qu'on n'a rien à se reprocher. On a le droit de critiquer des communautés. Si je disais oui, tuez-les tous, d'accord, mais c'est même pas le cas en plus. Après, les menaces de plainte, c'est plutôt pour des discussions humaines. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des gauchistes qui m'accusaient de les menacer et tout, alors que c'est pas vrai. C'est juste qu'au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris, il y a un gauchiste, il a partagé un article sur un pauvre musulman qui aurait été ratonné dans une manifestation identitaire en Bretagne. Oui. Il s'avère que c'est un fake. Et moi, j'ai partagé la vidéo de Boris Lelay où il dit faites la liste de Boris Lelay que j'apprécie énormément au passage, que je le salue au passage. Il a une vidéo où il dit faites la liste des noms des traîtres en fait. Et j'ai mis ça en commentaire et j'ai entendu dire en fait parce que Ils font des listes comme en 1940. non mais c'est ça, et étant donné que j'ai plein de potes en politique et tout le monde en fait, l'avantage en Suisse c'est que la politique c'est moins haineux. L'UDC c'est pas des on se fait pas jeter des bouteilles dessus. J'ai pas mal de camarades de l'UDC qui se reconnaîtront et que je salue au passage, qui sont très populaires et on aime bien c'est les débats autour d'un verre de blanc, peu importe les idées politiques. Après moi comme je suis virulent, il y a des gens ils me détestent même s'ils osent pas me le dire en face, mais il y a des mecs de l'UDC qui m'ont dit Julien fais gaffe, telle ou telle personne va peut-être porter plainte. J'ai un mec, un PLR, le PLR c'est l'équivalent de l'UMP en France, donc c'est des libéraux insupportables. Il me pose des questions sur Facebook, je lui réponds parce que je suis honnête, et le mec il fait des captures d'écran et il va porter plainte. Mais finalement, Ah oui, mais ça c'est leur C'est- spécialité. Hein. donc je n'ai pas subi de répression judiciaire parce que je dépasse pas les bornes, je suis pas quelqu'un Alors de tout de méchant. même, permets-moi de me faire l'avocat du diable. Là j'ai un dessin sous les yeux que je vais faire apparaître à l'écran. Donc, Ouais. et j'ai vu, je crois, je sais plus sur quelle page, j'ai vu un gauchiste qui s'est énervé là-dessus. J'aimerais savoir ce que tu réponds à ça parce que alors, je vais dire ce que je lis et en même temps les spectateurs vous le verrez. Ces aliens se reproduisent à une vitesse effrayante. Des aliens, ce sont des citoyens suisses maintenant. Donc là, évidemment, tu es en train d'établir une corrélation entre les extraterrestres et l'invasion, on va dire, afro-maghrébine. Et tu es en train de dire que les Africains sont des extraterrestres. Non, chacun est libre d'interpréter ce dessin comme bon lui semble, mais la loi, c'est la loi. Coquin. Non, canaille. mais je suis désolé, à un moment donné, il faut être honnête, je n'incite pas à la haine. Si des gens, peu importe leur race, leur origine, viennent se reproduire chez nous à grande vitesse et nous remplacer, j'ai le droit de le constater, j'ai le droit de le déplorer. J'ai pas dit tuez-les tous, j'ai dit ils nous remplacent, ils se reproduisent vite, c'est pas une incitation à la haine, c'est pas punissable.
Et le problème avec les gauchistes, et pas forcément les gauchistes des socialistes, ou des gauchistes de droite libérale et tout, c'est qu'ils sont tellement dans leur prison mentale qu'ils croient que les autres idées sont inconcevables et que forcément méritent une plainte pénale. Mais il y a le réel, et puis au bout d'un moment, ben, ils sont là et c'est du vent, quoi. Alors moi maintenant, j'évite les provocations inutiles. Mais je m'inquiète pas plus que ça. On peut dire quand même à nos spectateurs, évidemment, il y a des propos, on sait par exemple tout ce qui a trait au revisionnisme, ça c'est vraiment très chaud. Mais c'est quand même agréable de savoir que par exemple Marine Le Pen a eu gain de cause sur la question par exemple, des affaires, quand elle avait dit que les musulmans occupaient les rues. Voilà. Donc il y a quand même encore un semblant de justice. Oui, après, ça fait toujours chier d'être convoqué, même si c'est même pas arrivé, c'est casse-cou, on a autre chose à faire. Ah bah oui, puis recevoir des menaces, c'est jamais agréable. Et puis surtout, les gens qui se réfugient derrière la justice. Si les gens ont un problème, qu'ils en parlent en vrai, par argument. Ah ouais, bah là tu nous parles d'une époque d'honneur qui n'existe plus depuis 150 ans, mon ami. Voilà. Alors tu nous as parlé de Boris Lelay. Ma question suivante c'était quels sont les alors soit d'autres dessinateurs, soit des leaders d'opinion de droite qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore aujourd'hui. Alors au début Alain Soral, comme j'ai déjà dit, Boris Lelay qui fait un travail très synthétique mais que j'aime bien, Hervé Risson qui est un très bon écrivain, d'ailleurs on a fait une conférence avec lui, toi sans vouloir te cirer les pompes hein. Bah, très bien, j'attendais que ça vienne. On m'aurait pas cité, j'aurais chialé. D'accord. Aldostérone aussi. Oui, très bon. Excellent. Vincent Renoir, pour des raisons que je citerai pas. Oui. Mais si j'en oublie, je m'en excuse. Hein, mais... C'est mon portable. Ah d'accord. Non, mais continue, je t'en prie. Ah, mais qui c'est? Oui, il y a Joanne Hivernette qu'on a fait chez nous. Enfin, il y a énormément de monde en fait qui m'inspire. Et franchement, je passerai beaucoup de temps à tous les citer. Et alors, la question suivante quand même, c'est... en fait, c'est plutôt la même question parce que tu m'as cité des leaders politique, on va dire quoi. Mais toi qui es un artiste, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré ou que tu apprécies ôté de la dimension politique, simplement des gens que tu trouves géniaux actuellement ou dans un proche passé? Deux, trois noms, je sais pas. Bonne question, il y a Thomas Losfeld qui est doué, comme j'ai dit, Zéon. Alors qui est Thomas tu m'as dit qui? Thomas, oui, pardon. Voilà, qui est un peintre qui a fait la pochette d'Amalek d'ailleurs. Typiquement en musique, Amalek, MC Amor, Cro-Blanc, moi ils me font marrer, ils sont cool, ils sont accessibles sur les réseaux sociaux, ils ont les mêmes idées que nous. Après, j'ai pas vraiment de nom qui me vient en tête. D'accord. Mais il y a sûrement des gens que j'oublie, je m'en excuse, mais il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, que je respecte et que je salue au passage, voilà. D'accord. Les dieudonnistes suisses m'ont posé une question. Ils m'ont demandé si tu appréciais Dieudonné et si tu te sentais en sympathie avec lui par rapport aux persécutions judiciaires qu'il a subies, notamment de la LICRA. On peut tous passer par là. Oui, moi j'aime bien Dieudonné. C'est un humoriste authentiquement subversif. Il a tout mon respect, mais je suis pas d'accord forcément avec lui politiquement. Je pense pas que je voterais pour lui s'il se présentait. Après, en face, si j'ai je voterais toujours pour quelqu'un, un UDC, FN, machin. Mais je suis pas sur la même ligne politique que Dieudonné, voilà. Mais après, si il est persécuté, c'est parce qu'il embête toujours les mêmes. Enfin, je veux dire, il embête tout le monde, mais en embêtant tout le monde, il a embêté ceux qu'il fallait pas embêter. Certaines communautés. Voilà, qui cassent les couilles, qui commencent gentiment à nous énerver tous, vraiment sévère. Hein. J'en ai vraiment plein le cul. On est en train de déborder là, mais ok, ça marche. Il y a pas de souci. D'accord. Mais oui, Dieudonné, il fait les frais, grosso modo, de cette domination. Et moi, il a tout mon soutien, je sais pas s'il m'entendra, mais... Et en fait, depuis que je connais Dieudonné, tous les autres humoristes sont fades. Moi, je connais plein d'humoristes, mais depuis qu'il y a Dieudonné, ils sont tous... Moi, c'est pourtant un racialiste comme moi qui te le dit. Moi, je pense que Dieudonné est vraiment le plus grand humoriste français de tous les temps. Ah, mais clairement. Alors, la question suivante, c'est celle de François, que je salue. C'est un ami de Lyon. Ça fait 10 fois que je dois le voir, et puis à chaque fois, il y a une couille. Donc, François m'a posé une question intéressante. Il m'a dit, que penses-tu de l'idée de créer un collectif d'artistes de droite, une sorte de, j'ai même mis son expression, une sorte de Charlie Hebdo patriote? Alors, encore faudrait-il qu'il y ait 15 dessinateurs comme toi, mais est-ce que tu penses que c'est possible? Et dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais t'associer par exemple avec des gens comme Marceau déjà? Qu'est-ce que tu penses de Marceau, tiens? Ah, il est très doué, franchement. Alors, après, sur la mise en couleur, j'ai quelques réserves, mais en tout cas, sur le plan du trait, la maîtrise du trait, franchement, je n'arrive pas à la cheville. Hein. Il est très bon dessinateur, ça, voilà. C'est sûr, c'est un vrai artiste. Hein. Non, mais vraiment, et puis il est plus doué que moi, je le dis clairement, sans honte. Et qu'est-ce que vous en pensez là tous deux de Marceau? Vous pensez qu'il est une extrême droite, vraiment? Est-ce qu'il est comme nous ou est-ce qu'il troll un peu? Il s'y troll, c'est pas du mépris, hein. Il troll, moi ça me fait rigoler, il se répète un peu, c'est vrai. Il est pas vraiment politisé, mais c'est plus un truc de détente, voilà.
D'accord, donc pour l'idée du collectif, pour en revenir à la première question, genre un bouquin où il y aurait des écrivains pamphlétaires et puis d'un autre côté des caricaturistes. J'en réfléchirai quand j'aurai un boulot, une situation là, j'en réfléchirai. Pour le moment, je pense pas me lancer dans une telle entreprise. Déjà, si on devrait faire un journal là, qui existe comme Oui. Rivarol, ça va être très difficile sur le plan économique, sur le plan judiciaire. Il Judiciaire. faut savoir qu'ils vont serrer la vis. Hein. En Suisse, en France, ils vont serrer la vis. Ça, c'est Mhm. clair. Parce qu'ils ont tort de toute façon. Donc, ils n'ont pas le choix de serrer la vis. Tout à fait. Et puis, oui, pourquoi pas, après tout. Après, est-ce que j'ai la prétention je sais pas, il y a plein d'artistes qui sont plus talentueux que moi. Si ça devait se faire, je serais vraiment honoré. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose d'actualité. Après, si des gens ont des propositions à faire, je suis ouvert, c'est pas la question. Moi, tu as le tort de déprécier parce que peu importe la finesse du trait, moi, permets-moi, là, tout à l'heure, tu m'as acheté des fleurs, je t'en jette à ton tour. Pour ton âge, je trouve que tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent. Merci. Et il y a notamment, ça fait plaisir, vraiment, on sent le quotient intellectuel qui palpite sous cette âme. Mais il y a un dessin de toi que j'ai vraiment adoré, là, je l'ai pas sous la main, mais je vais le retrouver. C'est celui où tu mets en perspective deux époques, les années 60, par exemple. Enfin on va dire le passé, où en fait le sexe n'était pas apparent dans la rue, mais où en fait les gens s'amusaient, on va dire dans l'intimité, en fait ils avaient de la joie et il y avait de l'amour, donc du sexe. Je descends. Voilà. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui en fait on a du sexe un peu partout, de la pornographie, alors que chez eux les gens ne baissent plus en fait. J'avoue faire un peu un dessin d'exagération parce que on est rattrapé par l'oreille, y compris dans le plan positif, où finalement notre société n'est pas aussi déprimante que ça. Moi je suis un bon vivant, je suis heureux dans ma vie et j'ai pas de... Oui, c'est un constat général. En effet, il y a une grande partie de notre population qui est vraiment névrosée, déprimée et tout. Mais typiquement, nous, comme on est sain d'esprit, je pense qu'on est heureux. Je pense qu'il y a la plupart des nations sont des gens heureux. Oui. On a une vie sexuelle saine, et on n'est pas en train de s'afficher partout. Non mais pour revenir à ce dessin, c'est que tu as vraiment exprimé la différence entre la pudeur et la psychorigidité. C'est-à-dire qu'autrefois, le réel, l'extérieur était pudique, mais les gens ne s'amusaient pas moins. Au contraire, ils s'amusaient même davantage. Et c'était assez subtil, en fait, j'avais apprécié. Ah, par contre, j'ai honte de ce dessin parce que j'ai mal dessiné, en fait. Mais peu importe, tu sais, comme tu fais du dessin militant, là, c'était l'idée qui comptait. Moi, je l'avais vraiment trouvé très subtil, ce dessin. Okay. Une remarque comme d'un internaute qui m'a dit « Enfin, Julien... j'ai dit, c'est pas IS à la fin, c'est IT. Donc on en a marre de cette faute chez toi. J'ai dit, donc tu le fais ça souvent en fait. Oui, non, alors l'orthographe, alors je m'excuse. Hein. J'écris bien, mais il m'arrive de faire des fautes pile là où il faut pas. C'est dommage, il est talentueux, mais on sera obligé de l'exterminer au moment de la libération. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connais pas la langue, c'est comme ça. Alors on va en passer à. On est suisse, on parle pas français, n'oublie pas. C'est vrai, bon, je vous pardonne. Alors on passe à résistance helvétique. Alors j'ai une première question qui est une question monstrueuse, parce qu'en réalité tu pourrais mettre 20 minutes pour répondre. Mais qu'est-ce que c'est résistance helvétique? Quelle est j'avais marqué la base conceptuelle de ce mouvement. Et voilà, si tu veux le résumer, à un militant qui vient d'arriver, il te dirait c'est quoi résistance helvétique? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors voilà, au sens propre du terme, résistance helvétique, c'est tout un programme, quoi. Déjà parce que je peux vous le montrer, j'en ai pris un exemplaire avec. 20 pages, ça va durer 2 heures, ne bougez pas. Il y a exactement 37 pages dans le programme, donc ouais, effectivement, et puis vous pouvez le voir dans les pages relativement fournies. Ouais. Donc c'était quelque chose d'important pour nous, dans le sens où on n'a pas destin à rester un mouvement d'opposition, un petit mouvement de jeunes qui est là pour créer des petites vagues. On est vraiment un mouvement nationaliste à but révolutionnaire, donc on est prêt pour une vraie refonte des institutions, on est prêt pour tout changer, table rase, et puis pour créer un nouveau modèle sociétal. On s'est inspiré à gauche, à droite, on a fait tout notre possible pour penser à tout et pour repenser tout mieux. Donc après, effectivement, des thèmes, il y en a autant que la société contient. Oui. Donc par exemple, je peux en lancer 2-3 au hasard. Oui, je t'en prie, on prévoit la suppression du pouvoir qui est donné actuellement aux partis politiques. D'accord. Parce qu'on pense qu'actuellement c'est quelque chose qui corrode la démocratie plus qu'il ne l'agrandit. Ouais. Donc un remplacement du Parlement qui est actuellement occupé par les partis par un conseil de corporation comme on l'a appelé. Ouais. Donc le conseil de corporation qui sera composé de représentants des différentes couches sociétales de la Suisse. Ouais. Donc on aura par exemple des représentants dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du médical, des représentants artistes, des chômeurs également, et qui vont travailler ensemble à prendre des décisions qui seront utiles pour le bien commun et pour la nation dans sa globalité. Ça ressemble vachement à la démocratie participative, hein. Parle-moi de t'envoyer une code de données en fait. Mais c'est un corporationnisme
qui a déjà vu le jour dans le passé dans certains États totalitaires qu'on ne va pas citer non plus. Ouais. Et c'est quelque chose qui a relativement bien fonctionné. Je trouve que pour représenter le peuple dans toute sa globalité, c'est la meilleure façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des partis qui sont gouvernés par des élites, qui sont poussés par des lobbies. Et je pense que c'est quelque chose qui doit cesser maintenant. Il y a également la restriction du droit à l'avortement pour le respect de la vie. D'accord. Donc, bon, évidemment, que dans des cas particuliers, en cas de viol, en cas de malformation grave d'un enfant, donc, cette possibilité peut toujours exister, mais finalement, ce qu'on met en avant maintenant, c'est Là, les globalisation. parents d'enfants trisomiques sont en train de s'ouvrir les veines en fait. Quoi. Je- Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi je suis venu là-dessus? En plus, je suis venu de mon plein gré, Non, tu non, vois. mais mais- c'est pas grave, c'est pas grave. Mais C'est c'est vrai bien qu'on- de se casser la on tête. en parle relativement peu, mais Ouais. finalement, c'est le concept qu'il y a là-dedans qui est dérangeant, c'est que ça devient normal. Oui. Et puis, ça amène, finalement, pour les gens, ça ne représente plus rien de tomber enceinte, parce que c'est tellement simple d'avorter. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a plus aucune notion de responsabilité là-dedans. En fait, si je peux orienter un peu ta réponse sur la base de ce que tu viens de dire, c'est sur le plan des mœurs et de la morale, un traditionnalisme, quand même. On peut employer le mot sans crainte. Oui, bien sûr. Bah, déjà dans le respect de la vie. Et sur le plan économique, en quelques mots, là je te demande pas vraiment d'entrer dans le détail économique, mais vous vous situez comment? Vous êtes plutôt social, plutôt libéraux? Quel est votre. Alors oui, effectivement, là aussi, il y a de grands changements à faire. Ouais. Notamment en Suisse, qui est un pays très libéral, plus qu'en Ah bah France, oui. par exemple. Oui, oui. Donc, nous déjà, ce qu'on voudrait, c'est la plupart des institutions qui sont utilisées quotidiennement par le peuple soient renationalisées, à commencer par la Banque nationale. D'accord. Parce qu'actuellement, cette banque s'appelle la Banque nationale suisse, mais elle est en partie privatisée, ce qui ça est un scandale. Je veux dire, les banques doivent forcément être nationalisées Banque parce que nationale, oui. parce que c'est l'argent du peuple finalement. Et l'argent du peuple n'a pas à être entre les mains de privés. On pense à la Poste, on pense au chemin de fer, toutes ces Bien entreprises-là qui sont semi-privatisées doivent être absolument renationalisées dans leur globalité. D'accord. Donc, je pense que c'est un plan relativement important. Et puis, la mise en place d'un plan social plus élargi, parce qu'actuellement, on a des assurances maladie qui sont elles aussi privées. D'accord. Donc, on peut choisir entre une assurance qui va te couvrir ça ou une assurance qui va te couvrir ça. Oui, oui. Et avec des primes qui augmentent chaque année, parce que tous les privés se connaissent, ils se mettent d'accord sur combien on va augmenter pour bien leur foutre dans le cul, tu vois ce que je veux dire. Donc toutes ces institutions, je pense, doivent être reprises en charge par l'État. C'est vraiment un monde. Et oui, bah, c'est un discours assez socialiste finalement. Oui, non mais national et social, bien sûr. Ouais. Ah, moi j'ai rien dit. Ouais. Alors là, une question pragmatique assez simple en fait. Où est-ce que vous êtes basé en Suisse en fait? Dans quelle ville? Dans la Suisse francophone? Alors actuellement, oui, uniquement dans la Suisse francophone, parce qu'on a un souci pour trouver des germanophones, quoi. Voilà. Ce serait bien pour créer le pont. Mais il y a une envie d'Anschluss en fait. Quoi. Il y a une envie d'aller. Bien sûr. C'est un mouvement national. Ouais, d'accord. Et actuellement, oui, on est présent en Suisse romande, particulièrement en Valais, parce que c'est le foyer historique du mouvement. Ouais. On s'étend un petit peu, on a maintenant des militants dans à peu près tous les cantons romans, à Fribourg, sur Vaud, sur Genève, etc. Donc actuellement, un jeune qui serait intéressé par ton discours, par exemple, comment il fait? Est-ce qu'il y a un site web ou Alors oui, on a une adresse email qui est présente sur notre page Facebook. Donc il suffit d'envoyer un mail où finalement il explique pourquoi il a envie de nous rejoindre, ses motivations. Suite à ça, on va pouvoir lui donner un rendez-vous directement avec un des militants qui habite près de sa région, qui va lui faire un petit entretien, hein, rien de très particulier, de discuter un peu avec la personne, de pouvoir la cerner, de voir si c'est... il y a différents types de personnes, donc il y a différents types de militants. C'est quelqu'un de plus intellectuel, quelqu'un de plus... je sais pas, de plus physique, de plus aventureux. Est-ce que ce serait plutôt quelqu'un qui nous ferait des articles ou quelqu'un qui irait coller des affiches dans la rue? Et suite à ça, donc on a le militant qui a été faire cet entretien, qui a un petit dossier, qui vient nous présenter à la prochaine Assemblée Générale. D'accord. Et suite à cette présentation, on va voter à la majorité l'acceptation ou le refus de Mais ce moi, nouveau je trouve candidat. ça très bien, tu sais, d'être sérieux dans... pour ce qui concerne les adhésions, moi je suis par exemple partisan du fait de faire, en plus du bac, de faire un concours pour entrer à la fac. Parce que personnellement, moi j'ai fait des études de philosophie et j'étais atterré de voir qu'il y avait des gens qui en L2 ou L3 de philosophie ne savaient pas parler français. Donc c'est l'excellence en fait, ça requiert du travail en réalité. Ah, c'est primordial, mais surtout au début, quand un mouvement est jeune, on a besoin d'un noyau dur qui est très efficace. Tout à fait, ouais. Après, peut-être que par la suite, comme je l'ai dit avant, on a une envie globale, on a envie de réunir tous les Suisses autour de notre mouvement, Oui. mais au début, on a quand même besoin d'un noyau Chercher dur. des cadres, bien sûr. On a donc les besoin de cadres, chercher l'élite d'une certaine façon. Donc, Tout à fait. Ouais. Alors tu parlais de collage d'affiches. Ma question suivante, c'est sur les actions de terrain. Est-ce que
Est-ce que vous en faites et est-ce qu'il y a comment dire, bon après ça faut pas forcément le dire, mais on va dire, est-ce que vous avez prévu des manifestations prochainement ou vous n'êtes pas encore dans cette dimension-là? Mais voilà, alors effectivement, comme tu l'as dit, je vais peut-être pas l'exposer à tout le monde, nos projets C'est de secret. nouvelles actions à la limite du légal, quoi, parce que c'est forcément. Oui, toujours, bah oui, parce que c'est illégal de péter en fait dans ce monde. En fait. On a plusieurs lignes. Par exemple, actuellement dans ma région, une boucherie halal vient d'ouvrir. C'est une nouveauté dans ma région campagnarde. Donc c'est vrai, on s'est dit, tiens, on n'a jamais parlé de l'abattage rituel. Ça pourrait être éventuellement une piste pour faire quelque chose. Hein, je ne veux pas en dire plus. Mais disons qu'on, justement, comme dans ce cas-là, on essaye de s'adapter un petit peu à l'actualité locale. Ouais. On s'initie parfois. Il y avait l'année passée une manifestation des gauchistes contre Monsanto. On s'est dit, bah ça c'est l'occasion en or. Oui, tiens, il y a Jimmy Tomasella qui a fait pareil dans le nord de la France. Il s'est fait un peu. J'ai vu qu'ils ont eu des soucis. Nous, on est passé, alors comme une lettre à la poste, on a fait notre bannière Monsanto assassine les peuples. On est passé comme une lettre à la poste. Personne ne nous a vu. Oui, oui. Et puis le lendemain matin, on avait 2 pages dans le journal. Ah, ça a fait un scandale énorme à travers Et les surtout les sites d'extrême gauche. Surtout les sites d'extrême gauche qui étaient absolument outrés et urtiqués de savoir que des fascistes avaient. Enfin, des fascistes. Oui, en fait, on n'a pas le droit. En fait, ils nous détestent tellement qu'on n'a même pas le droit d'être d'accord avec eux sur un point. En fait. Ah non, carrément. Ils nous ont clairement dit s'ils avaient su, ils nous auraient sortis, quoi. C'est absolument incroyable. Alors que nous sommes d'accord de manifester avec eux. Bah oui, voilà, bien sûr, on voit où est l'ouverture d'esprit dans ce genre de cas. Alors, moi, je vais admettre mon ignorance sur les formations politiques actuelles. C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai laissé dire UDC, mais les Français ne savent pas forcément ce que c'est l'UDC. Et est-ce que Résistance Helvétique peut nous parler des formations politiques actuelles en Suisse, à la fois donc les groupes un peu comme vous dissidents, si vous voulez en parler, et surtout dans les formations politiques officielles, est-ce qu'il y en a certaines dans lesquelles vous vous retrouvez, comme moi par exemple, je peux me retrouver par défaut dans le Front National? Oui. Quel serait l'équivalent, par exemple? Alors, l'équivalent Front National, oui, comme on en a parlé avant, c'est ce qu'on appelle l'Union démocratique du centre, UDC, donc, qui est un parti dit populiste. Moi, j'y crois pas trop, pour avoir également passé un peu plus d'une année là-dedans. J'ai surtout vu, oui, un parti basiquement islamophobe, et puis encore, ils prennent jamais des mesures qui viendraient à régler le problème concrètement. Ils nous ont fait, par exemple, interdire la construction de minarets. Bon, c'est une chose, mais on n'a toujours pas interdit la construction de mosquées, par exemple. Ouais, c'est des demi-mesures qui font finalement croire aux gens que l'UDC va sauver la Suisse, mais moi j'y crois pas personnellement. C'est un peu électoraliste, les gens disent ah bah tiens ils vont nous sauver, on va voter pour eux. Mais c'est un parti qui marche, hein. Ils ont des moyens, parfois c'est vrai qu'ils peuvent... ils ont la capacité de lancer un pavé dans la mare et d'avoir... on peut tout de même dire que c'est un marqueur si les Suisses donnent leur confiance à l'UDC, c'est qu'il y a une volonté quand même chez les Suisses de préserver leur identité. Absolument, oui, ça c'est vrai. Oui, d'accord, oui, non, mais bien sûr. D'ailleurs, je fais une petite digression. Là, tout à l'heure, tu as parlé des boucheries halal, ça me fait penser à quelque chose qui m'insupporte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ces affreux véganes de gauche qui sont sans arrêt en train de nous. Non, mais c'est des terroristes, vraiment. C'est-à-dire que parce qu'on mange un bout de viande, en fait, ils nous traitent de meurtriers, mais on les entend très peu quand il s'agit des boucheries, en fait, halal. C'est vrai. C'est comme si, en fait, la violence était. Ils l'autorisaient chez les autres peuples que les peuples blancs. C'est assez insupportable. Comme le viol en Allemagne. Exactement. Les féministes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils justifient l'injustifiable. Vous imaginez si un blanc violait une femme en disant j'ai pas pu m'en empêcher, c'est culturel chez moi, je sais pas, on pourrait imaginer. Un russe pourrait dire ça parce qu'il y a beaucoup de virilité chez les Russes. En fait, vous imaginez un peu les féministes hurleraient. Par contre, en fait, on a vu avec ce cas pathétique de ce policier norvégien qui s'est fait, excusez-moi du mot, enculer. Là, je parle vraiment d'un sexe dans un anus. Un politicien. Je sais pas s'il était politicien quand ça lui est arrivé, peut-être devenu après, quoi. Bah, je fais un dessin là-dessus d'ailleurs. Ouais. Absolument épouvantable ce politicien. Ah oui, Chichi. Oui, les deux, s'il vous plaît. Oui, c'est une petite blague d'ailleurs qu'on vous expliquera peut-être un jour, ça c'est marrant. Non, mais ce politicien a justifié son viol, sa sodomie, excusez-moi d'insister, en disant qu'en fait, la personne n'avait pas cherché alors, il a pardonné la personne parce que ce n'était pas sexuel, c'était pour l'humilier, comme si c'était pas pire en plus, quoi. Je vois que vous êtes sans mots, mais il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, quoi. Alors, bon, on a parlé de l'islam, justement, ça m'amène à ma question suivante, qui est la religion. Les gens se demandent, en fait, si votre jeune mouvement, il se définit comme chrétien, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une posture identitaire, ou un peu des deux? Alors oui, c'est une question un peu vaste. Nous, on va pas imposer une religion à nos militants, c'est clair. Oui. Il y a différents courants qui viennent nous rejoindre. On a des gens de confession catholique, des protestants, des païens, des athées, des agnostiques,
Donc Finalement, on va je dire pense- que vous êtes plutôt identitaire. De toute façon, oui, mais d'une certaine façon, on est traditionnel par la culture. Ouais. Dans tous les cas, après, on ne demande pas la foi, Mhm. mais il est évident que la culture chrétienne a sa place et ne serait-ce que culturellement, il faut la défendre. Après, chacun sa On va spiritualité. dire que dans la doctrine, contrairement par exemple à Jeune Nation que je salue, vous n'êtes pas nationaux catholiques. Enfin, c'est pas vraiment la. Non, alors non, c'est effectivement. C'est pas le central cas. chez vous. C'est pas une question centrale. D'accord, ok. Alors j'ai une question de Marc de Pologne. Alors je cite pas son. Non, j'arrive plus à parler, je bouffe trop quoi. Je cite pas son nom de famille parce que je sais pas si les gens veulent être dévoilés, mais il a posé une question. Mais avant, ça nécessite que vous expliquiez aux gens ce qu'est l'armée de milice en Suisse, parce que nous on n'a pas ça en France. En 2 mots, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'armée de milice, elle s'inscrit aussi dans l'histoire de la Suisse, Oui. parce que le principe même, c'est le citoyen soldat. En Suisse, c'est une institution. Oui, oui, tout à Ce qui veut fait. dire que chaque homme, dans l'âge de ses 20 ans, doit effectuer son service militaire, sauf s'il est déclaré comme étant inapte suite à différents tests médicaux, etc. Oui. Donc, à l'âge de tes 20 ans, tu dois partir faire tes 4 mois au service militaire dans l'arme dans laquelle on t'aura assigné. On fait d'abord un recrutement pour connaître tes prestations physiques, intellectuelles, et pour pouvoir, et suivant ton corps de métier aussi, pour pouvoir trouver l'endroit où tu serais le plus utile dans l'armée. Après, il y a différentes autres façons de faire ton service. Il y a un service civil, par exemple, pour ceux, je sais pas, pour qui ça pose un problème extraordinaire de faire l'armée, parce que Les pour eux, objecteurs la de violence, conscience. voilà, exactement. Non, la violence c'est mal. On peut faire un service civil, on peut D'accord. faire la protection civile, c'est à peu près pareil. La protection civile, c'est des gens qui sont formés pour l'aide aux civils pendant les catastrophes naturelles, c'est important Oui, aussi. oui. Et oui, voilà, c'est un devoir citoyen qui persiste. C'est une question qui revient encore aujourd'hui souvent sur le tapis. Est-ce qu'on doit supprimer cette armée obligatoire? Alors justement, Ça oui, sert à c'était rien. la question de Marc, que je salue encore une fois. Apparemment, il y a des groupes de gauche en Suisse qui proposent de le supprimer. Absolument, mais moi je pense de toute façon que c'est une initiative qui passera jamais. Ne serait-ce pour une raison toute simple, c'est que tous ceux qui ont fait l'armée, ils se disent bah moi je me suis fait chier, il n'y a pas de raison que mes enfants ils le fassent pas. Tu vois Ah ce oui, que- ben remarque, oui, mais en France, il y a plus la même chose, mais malgré tout, on a quand même ce Ça c'est service militaire. étonnant, mais Moi, je pense que les Suisses sont tout simplement plus attachés aux armes, un peu comme les Américains, non? peut-être c'est une forme de liberté. Pour moi c'est une forme de liberté de pouvoir se défendre soi-même, d'obtenir une instruction militaire. Et surtout quand on sait que maintenant, dans les banlieues, excusez-moi, là je sors de mon rôle de journaliste, là je suis dans le militantisme, mais pendant que les banlieues s'arment, nous en fait, on nous désarme en fait, c'est absolument C'est un incroyable fait. quoi. Oui. Et alors bon là, je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais ce même Marc me dit, est-ce que vous pensez que c'est un modèle applicable à la France donc? Parce que je sais que, j'ai oublié de la poser cette question, en Suisse vous suivez quand même pas mal l'actualité française en fait, vous nous kiffez grave en fait, c'est ça la vérité quoi. Donc vous suivez l'actualité, donc est-ce que vous pensez qu'une armée, une armée de milice comme ça pourrait nous servir, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Disons que vous aurez à peu près le même problème que nous, c'est-à-dire Ouais. que la naturalisation, et encore plus en France, est très facile, vous avez le droit du sol. Ouais, Donc vous allez vous retrouver finalement avec une armée nationale qui ne l'est pas du tout finalement. c'est Et vrai. c'est un problème. Oui, oui. Donc que ce soit actuellement avec votre armée de mercenaires ou que ce soit avec l'armée nationale, ce sera jamais des Français qui vont défendre la France. D'accord. C'est- donc. Pourquoi pas, si ça vous intéresse d'aller faire 4 mois, aller dormir sous des tentes, Oui, dans le oui. froid, c'est une expérience intéressante. Hein. Oui, On en oui. sort grandi de toute façon, ne serait-ce que pour avoir recherché ses limites physiques et mentales. Oui, oui. Moi, je peux que vous conseiller de le faire si ça vous intéresse, oui, effectivement. Ça mettrait un peu de plomb dans la tête à certains jeunes qui n'ont jamais connu Oui, oui, oui. la vie à la dure, quoi. Oui, non, c'est clair. Et enfin, une dernière question, c'est sur l'avenir de Résistance Helvétique. Est-ce que vous... Non, je pense avoir déjà la réponse en vertu de ce que tu as dit dès la première question en réalité. Mais est-ce que vous pensez, à un moment donné, avoir le poids pour vous présenter à une élection? Est-ce que c'est votre objectif? Oui, c'est le but. D'ailleurs, normalement, d'ici 4 ans, on va déjà se présenter pour les petites élections régionales. On va tâter un peu le terrain, prendre la température. Ouais. Mais oui, c'est clair qu'à terme, le but, c'est la prise de pouvoir. On va pas se voiler la face. Oui, oui, bien sûr. Donc, effectivement, on l'espère de toutes nos forces. On va y mettre toutes nos forces et puis on verra bien ce que ça donne. Au moins, Ouais. on dormira tranquille en ayant Vous essayé. pensez que les gens auront cette... Enfin, vous avez quand même une confiance minimum en la démocratie, c'est-à-dire dans l'idée que le peuple pourra s'autodéterminer et vous choisir le moment venu. Vous y croyez, vous, à ça? On préfère y croire toujours. Il faut toujours avoir de l'espoir. L'espoir fait Ah bah oui, non, mais c'était pas une Mais question négative, mais tu sais, par exemple,
les gens du PNF considèrent que ce n'est pas de cette manière qu'on accède au pouvoir, par exemple. Donc vous croyez quand même à la perspective électorale, vous ne croyez pas au putsch ou la dissidence française. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée du putsch ou dans l'idée de conquérir les masses? Je pense que c'est moins impossible de se faire élire que de créer une insurrection populaire capable de retourner un gouvernement. Moi aussi, je sais pas si ça a regretté, mais je pense que malheureusement c'est comme ça. Bon, écoutez, on se retrouve dans une troisième partie un petit peu plus détendue. On va ouvrir quelques petites bouteilles de bière tranquillou et à tout de suite, restez avec nous. C'est encore nous, troisième partie de Vive l'Europe en compagnie d'artistes malpensants et d'un représentant de Résistance Helvétique. D'ailleurs, je t'ai pas demandé dans la hiérarchie de Résistance Helvétique, qui es-tu finalement? Donc moi, je m'occupe d'une région en fait. On a des chefs de groupement pour les différentes régions géographiques. Oui. Et moi, je régis la région valaisanne, donc le Valais qui est un canton de Suisse romande. Donc tu es un responsable d'une région de... Absolument, ouais. D'accord, très bien. Alors je fais un petit appendice avant de reprendre notre dialogue. Tout à l'heure j'ai dit que je présenterais des livres. En fait j'ai oublié que j'avais amené pour ce jour-ci justement un livre, le présenter aux gens. Donc c'est Le Martyr du Kosovo. Le Martyr du Kosovo. Alors je précise, c'est pas un placement produit. Je connais pas personnellement Nikola Birkovic, mais c'est un bouquin que j'ai vraiment apprécié et je remercie la personne qui me l'a offert. C'est Milos. Voilà, si tu me regardes, et je sais que tu me regardes, on a passé un très bon moment en déjeunant à ce restaurant serbe où tu m'invites d'ailleurs invité. Et j'ai dévoré ce livre qui est vraiment passionnant. Et je voulais vous en lire la quatrième de couverture, mais c'est un tout petit peu long quand même. Pour vous dire un peu le principe, ça explique en quoi cette région du Kosovo a été volée aux Serbes pour être donnée à une population, et vous allez voir où je veux en venir, pour être donnée à une population albanaise essentiellement musulmane. Et en fait, à une échelle microscopique, ça symbolise un peu ce qui est en train d'arriver à l'Europe de l'Ouest. C'est vraiment le sentiment d'un vol de territoire cautionné, on va dire. En plus, là, ce qui était terrible, c'est que c'était cautionné par la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU. Et c'est un bouquin vraiment passionnant parce que c'est factuel. Ce n'est pas un bouquin, on va dire, d'artiste déjanté comme moi je peux l'être ou comme parfois Julien peut l'être. C'est un bouquin un peu comme fait Hervé Ryssen. C'est sourcé, c'est rempli de... comment dirais-je, de bon sens et de faits. Et donc en fait, je vous conseille de le lire parce que vraiment déjà la Serbie est un pays magnifique que j'aime beaucoup. Et cette région donc, du Kosovo, c'était le cœur historique de la Serbie chrétienne. Et voilà, ça peut peut-être vous donner un peu un aperçu de ce qui peut arriver à un pays qui se fait, comment dirais-je, qui se fait bananer en fait, oui, tout simplement. Quoi. Et d'ailleurs, Éric Zemmour dit souvent que l'Europe de l'Ouest est en train de suivre un peu le chemin de ce Kosovo, et je crois que je suis malheureusement un peu d'accord avec lui. Donc je vous conseille... Tu veux rebondir dessus? Oui, effectivement, parce que j'ai eu moi-même la chance de faire plusieurs voyages en Serbie, ayant un ami proche d'origine serbe. Et c'est vrai que c'est une véritable catastrophe ce qui s'est passé là-bas, on en parle peu, mais ça s'est passé pas si loin de chez nous, et effectivement on a pu voir un pays morcelé par l'immigration albano-musulmane. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Imaginons, là on est en France, imaginons que tous les musulmans de France se réunissent dans une même région et déclarent finalement l'autonomie de ce pays, déclarent que cette région serait un pays autonome à partir de maintenant, et que c'est soutenu par les associations internationales, et que ça vient à être un fait. Bien sûr, bien sûr. Alors ce qui est incroyable, c'est que donc là ça fait référence au principe d'autodétermination des peuples, c'est-à-dire que quand il y a 90% d'albano-musulmans à un endroit, ils ont le droit de réclamer cette terre. C'est marrant parce que c'est un droit qu'il n'y a que les blancs qui n'ont pas ce droit. C'est-à-dire que par exemple les Suédois n'ont pas le droit de dire nous sommes scandinaves et nous voulons rester entre scandinaves. Et nous voulons que en fait, la Suède reste scandinave. Et par contre en fait, d'autres peuples sont encouragés en fait, à déclarer leur indépendance. C'est une déclaration de guerre.
complète. Et en plus de ça, évidemment, ah tiens, je suis désolé, je dérive, mais parfois on est prisonnier de l'actualité. Je sais pas si vous avez vu, mais les Américains, alors absolument ubuesque, John Kerry a alerté la communauté internationale parce que la France serait un pays trop islamophobe. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'en fait, John Kerry s'est basé sur les résultats de la LICRA qui a signalé, évidemment la LICRA heureusement qu'elle est présente, qu'il y avait eu 3 fois plus d'actes islamophobes en 2015 qu'en 2014. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on peut établir des hiérarchies de nature entre les actes. Alors effectivement, il y a peut-être eu 3 fois plus de têtes de porc qui ont été balancées dans des mosquées. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ça à des meurtres de sang-froid en fait, comme ça a été le cas au Bataclan? C'est absolument incroyable que les Américains, qui en plus ont bombardé tous les pays musulmans qui existent pratiquement sur la planète, donnent des leçons d'islamophilie. C'est absolument incroyable. C'est de l'inversion accusatoire. Complètement, notre ami Hervé Rissel pourrait pencher un petit peu là-dessus. On se demande qui est à l'origine de tout ça. Alors, tiens. donc, alors oui, là sur l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a semblé un peu que vous suivez l'actualité française. Est-ce que vous avez la sensation, donc là je parle pas forcément de... Est-ce que vous sentez qu'en France, la situation est pire ou meilleure qu'en Suisse? Et comment dire, pour vous, à quoi ça tient? Est-ce que par exemple, là, vous venez de débarquer à Paris, vous avez la sensation que vous êtes un petit peu épargné encore ou pas encore? Ou plus? Moi, personnellement, je vis en campagne, donc forcément, je suis un peu plus épargné que les gens de la ville. Après, je pense que globalement, non, ça c'est un vieux mythe qu'il faut abattre. En Suisse, on n'est pas protégé. En Suisse, on ne vit pas tous dans la montagne avec nos vaches. En Suisse, on subit également tout ce que subit la France. Oui. Après, on a peut-être une épée de Damoclès en moins au-dessus de la tête parce que vous avez votre passé colonialiste qui vous est renvoyé à la figure toutes les 5 secondes, donc vous ne pouvez pas parler de ce problème. Oui, tout à fait. Mais il me semble que dans les faits, non, les problèmes de criminalité, de surpopulation, d'ailleurs oui, on est en avance là-dessus. La densité, la densité de population est plus élevée en Suisse qu'en France, donc le nombre d'habitants au kilomètre carré, on est vraiment entassé, avec une urbanisation qui s'étend et forcément des champs qui se réduisent, les campagnes qui se réduisent, l'autarcie alimentaire forcément aussi, on sacrifie les champs pour le béton. Et c'est un problème principal qu'on retrouve tout autant en Suisse qu'en France. Je pense que l'Occident est plongé dans le même problème. Oui, c'est quelque chose qui touche beaucoup, vous savez, ce penseur, là, Renaud Camus. Il est vraiment très... Je le vois toucher vraiment quant à la disparition des espaces naturels. Et d'ailleurs, tu avais fait un dessin là-dessus où tu avais dit en fait bienvenue en Suisse, où on voyait l'image d'Épinal qu'on a de la Suisse, tu sais, cette espèce de chalet dans la montagne. Et on voyait qu'en fait c'était hyper urbanisé et très laid en fait. C'était pour soutenir l'initiative Ecopop en fait. Qui était une votation pour limiter la surpopulation suisse, qui n'a pas passé parce que tous les médias aux ordres de qui on sait nous ont expliqué que c'était horrible. Machin, et tous les partis politiques dont l'UDC dont on a parlé. Ça en effet, moi je précise, j'ai plein de points de désaccord avec l'UDC et si j'avais pas tous mes potes, j'ai pas beaucoup de mes potes à l'UDC, franchement je pense que je quitterais le parti parce que j'en ai vraiment marre. Mais l'UDC a quand même toujours en soi une raison d'exister, et de représenter notre courant politique. Mais pour moi, le plus gravissime en Suisse, c'est qu'en France, si vous voulez, les problèmes sont extrêmement visibles, conscientisés, et vous avez un cancer, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire légalement, mais c'est la République en fait. Alors que la République est vraiment une atrocité. Vue depuis la Suisse, on dirait une tumeur cancéreuse, quoi. En Suisse, non mais vraiment, ça fera plaisir à beaucoup de gens. Ça me donne envie de vomir. Mais en Suisse, on n'a pas l'idéologie nauséabonde, et j'utilise le terme à dessein. Il est exprimé via des institutions qui sont beaucoup plus légitimes, c'est-à-dire la Confédération. Et moi, à mon sens, le véritable problème, c'est l'aveuglement idéologique. Avant les faits réels, avant les faits physiques, qu'il est possible de prendre des mesures contre, bon, je ne vais pas préciser, moi, ce qui vraiment me rend complètement dingue, c'est que idéologiquement, les Suisses sont encore plus enfermés, j'ai l'impression, dans le conformisme, dans le raisonnabilisme, je ne sais pas si ce terme existe. On a compris ce que tu voulais dire, je suis pas sûr que ça n'existe pas. C'est la neutralité suisse finalement. La neutralité neutre. La neutralité qui est une qualité, mais qui à l'heure actuelle, parce que les paradigmes changent, cette neutralité va se transformer vraiment en problème, j'ai l'impression. Je pense que les Suisses devraient se réveiller de leur confort intellectuel. Parce que c'est très facile d'être consensuel, on ne va pas mettre un mot devant l'autre et tout. Mais malheureusement, les conséquences, elles vont venir. Et si on ne prend pas des mesures aujourd'hui, on devra les prendre plus tard 10 fois pire. Et j'insiste bien là-dessus. C'est pour ça que quand on nous accuse d'inciter à la haine, c'est le contraire en fait. Nous, on dit, mieux vaut prendre des mesures maintenant parce que plus tard, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Ça sera trop tard, bien sûr. Moi, je vous préviens, c'est simplement...
Et c'est pas nous qui allons le faire, c'est l'histoire. Je suis le premier à le déplorer, mais ma foi, c'est les gens qui auront persisté qui vont. Rassurez-vous, on n'est pas en train de se radicaliser avec l'alcool. D'ailleurs, en fait, la dernière fois, on m'a dit que j'étais à la limite en fait d'une alcoolémie trop extrême. Donc là, je nous ai pris un peu des bières de gonzesse. Hein, c'est de la crique, c'est de la bière de cerise. Je crois que toi, tu as une bière de pêche. Ouais. Et toi, tu as une bière à la framboise. Framboise. Donc, avec ça, on devrait plutôt Tout à être fait. tranquille, quoi. Mmh. Alors, le point nœud de cette question, c'est vraiment un peu par rapport à la situation présente. Est-ce qu'on pourrait dire, quand même, donc la crise des migrants, ça a explosé en 2015. Est-ce que vous avez senti aussi en Suisse que ça a empiré et surtout, la question que je me pose, c'est basé sur un ressenti. Je voyage beaucoup en bus et donc j'ai vu un peu la Suisse française et la Suisse allemande. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire que la Suisse francophone subit davantage cette... comment dire, la présence de réfugiés, ce qu'on appelle réfugiés, mais voilà. Je pense que oui, déjà parce que je pense que le Suisse francophone, le Suisse roman est naturellement un peu plus gauchisé, j'ai envie de dire. Et ça vient, comme tu l'avais brièvement abordé avant, du fait qu'en Suisse romande, on a les médias français. Donc finalement, on a les mêmes médias que vous, et puis on a le même poison que vous qui passe à la télé. Ah, Les c'est gens. incroyable. Oui, Comme Les Allemands étaient mieux lotis. Les Suisses romans regardent M6, TF1, France 2, enfin toutes vos chaînes. Ce qui fait que forcément, avec le temps, on finit par avoir la même mentalité que le français moyen. Ah, oui, Alors que de l'autre côté germanophone, c'est différent. Ah, c'est marrant, j'avais jamais eu cette Et explication, ils sont, mais plus- elle ils sont explique beaucoup de choses, naturellement plus conservateurs côté germain, parce qu'ils n'ont pas ces médias français. Pour moi, c'est une des raisons principales. Oui, puis alors il y a beaucoup de... Bon, il y a deux trolls, c'est comme le sketch des inconnus sur les chasseurs, il y a le bon et le mauvais chasseur. Et tu as les bons trolls expats qui ont cette idée qu'en fait la langue française c'est une sorte de cancer, dans le sens où en fait l'universalisme à la française c'est typique des peuples blancs francophones. Parce que les anglo-saxons n'ont pas du tout cette... Alors évidemment en façade ils sont hyper humanistes qu'on peut voir dans les films hollywoodiens, mais finalement leur colonialisme à eux a été vachement plus meurtrier. Ils n'ont pas du tout cherché à intégrer les peuples d'Afrique comme on l'a fait nous, en fait ils les ont esclavagisés mais comme des brutes, et quand ça n'a pas été des génocides, que ce soit les Indiens ou les Aborigènes. C'est horrible à dire, mais ils ne souffrent pas de la contradiction. Oui, Voilà, Oui. De toute façon, moi je suis contre le colonialisme. Hein. Il est pas question d'aller emmerder le monde. Moi, si tous les Européens étaient comme moi, on n'aurait pas découvert l'Amérique, les Amérindiens s'en porteraient mieux. Mais à un moment donné, dès qu'on souffre de la contradiction, on en paye le prix. De croire que tous les êtres humains sont pareils, qu'on peut être des frères machin. Ok, mais après, c'est facile c'est une question de proportion en fait. C'est facile de dire oui, j'ai des potes noirs arabes, mais le jour où ils sont 90%, c'est eux qui décident, et c'est comme ça. Oui, et ce qu'on peut constater, c'est que toutes les personnes qui font la louange du multiculturalisme font tout dans les faits pour lui échapper, en fait, par la promotion sociale, notamment qui a envie, raisonnablement, les gens qui vous m'écoutez, là, vous me subissez depuis 2 heures, vous n'êtes pas d'extrême droite, mais enfin, on peut tout de même tomber d'accord là-dessus, qui a envie d'habiter dans le 93 ? Personne, Voilà. mais c'est pas parce que le 93 c'est pauvre. La Ouais, plupart c'est des eux qui instigateurs, mais... Ils disent c'est une question sociale, oui, on fait pas assez pour eux. Alors moi je connais pas la situation Mais sur place, c'est- mais ils sont subventionnés. Voilà. Ces gens-là, surtout, j'imagine, les instigateurs de ce genre d'idéologie vivent dans les beaux quartiers, ne voient pas Oui. finalement les effets Et secondaires. puis la question de ce qu'ils sociale, disent. moi, dans ces moments, j'ai toujours envie, tout à coup, que ma petite amie apparaisse, qui est roumaine. Et moi, je peux vous dire, en termes d'architecture, la Roumanie entière est un HLM. Et jamais un Roumain vous justifiera, je parle d'un Roumain ethnique, attention, pas un Rome, donc un blanc. Jamais un blanc roumain vous dira, en fait, j'ai été violent parce que j'étais pauvre. C'est grotesque en fait. À ce moment-là, tous les pauvres sont violents. Alors, les agriculteurs qui sont extrêmement pauvres aujourd'hui, en fait, ils devraient faire des attentats. Alors, si on suit cette logique. Bon, est-ce que vous pensez que, donc évidemment la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne, quoique des fois on se demande, parce que vous suivez tellement un peu le train-train, mais est-ce que vous pensez quand même, vous pensez pas que ça vous protège un petit peu d'être hors de l'UE ? Moi je pense à très court terme en fait. Alors oui, jusqu'à présent oui, la Suisse n'est pas entrée dans l'espace économique européen en 92, si je dis pas de bêtises, grâce à l'UDC, il faut lui reconnaître ça. Comment dire ? Non, moi je pense qu'on a une illusion de préservation, mais c'est juste une illusion. Déjà géographiquement, on est au sud de l'Allemagne. L'Allemagne c'est l'Eldorado des migrants, parce que les Allemands ils sont dans une espèce de fièvre ethnomasochiste, enfin on va pas revenir dessus. Les pays d'Europe de l'Est ont eu l'intelligence de fermer leurs frontières. Alors c'est très bien, la conséquence c'est que les migrants vont repasser par l'Italie pour atteindre l'Allemagne. Il y a quand l'Italie et l'Allemagne, il y a nous. Et donc on aura les conséquences. Alors bien sûr, nous, dans nos petits villages de montagne, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est l'évolution de l'idéologie. C'est-à-dire que les gens prennent vraiment position, et les prises de position, et là, sur le coup, je vais inverser la rhétorique,
font peur. Les gens ils disent oui, l'extrême droite fait peur. Non, mais quand j'entends Simonetta Sommaruga, notre ancienne présidente, voilà. Excuse-moi, on dirait un nom japonais quoi. Shimaruga. Non mais si seulement elle était japonaise, parce que les japonais eux sont très intelligents avec l'immigration. Ah oui là-dessus. C'est pour ça qu'ils peuvent se préserver et qu'ils ont une paix sociale, voilà. Mais moi je pense que les conséquences vont être terribles. Et autant sur le plan physique de terrain, mais aussi sur le plan idéologique, parce que les gens vont être obligés de prendre parti. À un moment donné, quand on aura l'équivalent de la jungle de Calais, on ne pourra pas dire ah ça me concerne pas. Soit on est avec nous, soit on est contre nous. Et après ça va être des questions, on le voit à Calais, les émeutes, il y a des dégâts, il y a des blessés. Oui. Bah ça conduit au malheur et à la violence. Voilà. Moi c'est pour cette raison que, vous savez que moi j'ai tendance à me définir comme européiste, parce que c'est un terme qu'on va dire, les giscardiens sont européistes, donc on va dire les antinationalistes a priori, mais en réalité je pense que la solution est vraiment européenne, comme l'a dit Thomas sur le plateau hier, parce que paradoxalement, cependant que la Hongrie se protège, eh bien en fait la France et la Suisse récupèrent les migrants, si vous voulez, que eux ne veulent pas. Donc il faudrait vraiment une solution européenne à terme, et ça je ne sais pas si... Finalement, la question UE ou pas UE, c'est presque dépassé. C'est ça. pas l'Union Européenne qui va apporter cette solution. Je pense que Ça, c'est certain. Ouais. L'Union Européenne a été créée pour détruire l'Europe et Johan Livernet en parle très bien dans ses livres, il explique. Tout à fait, qu'on va recevoir des Livernet que j'apprécie beaucoup. Alors là, j'ai une question pour Résistance Helvétique, dont tu es le représentant là, aujourd'hui. C'est sur la guerre en Syrie, mais on peut extrapoler. Qu'est-ce que vous pensez de l'interventionnisme des pays membres de l'OTAN? Est-ce que vous pensez pas que c'est... Enfin, est-ce que vous pensez que ça fait partie du problème, en fait, justement? Bien sûr, c'est un problème. Les forces de l'OTAN, donc, qui passent leur temps à apporter la démocratie à travers le monde, qui apportent surtout la misère, créent finalement, à la base, la plupart de ces flux migratoires. Forcément, quand on vit sous les bombes, on va essayer d'aller ailleurs. Oui, exactement. Donc, la source du problème se trouve bien souvent ici, forcément, oui. L'OTAN qui, sous couvert de grandes batailles pour la démocratie, va aller foutre le bazar dans le Moyen-Orient pour retourner des dirigeants qui seront peut-être des dirigeants qui n'étaient pas assez ouverts à un échange économique avec l'Occident, par exemple. Peut-être qu'on peut faire tomber de ces personnes pour en mettre d'autres. Oui, c'est un peu curieux que quand Kadhafi est sur le point de créer une banque africaine, tout à coup ce soit un dictateur qu'il faut absolument faire tomber. Il y a d'autres exemples dans l'histoire qu'on ne va pas citer. Oui, bien sûr. Donc en fait, on va dire, vous vous inscrivez contre cette ingérence, on pourrait dire, quoi. Évidemment, oui. D'accord, oui. Alors de toute façon, le dossier syrien, on pourra en parler à chaque fois, mais c'est tellement central, c'est incroyable de voir quand même que... Moi, je suis toujours surpris par le fait que les sociétés occidentales dont la France fait partie considèrent toujours que les démocraties ailleurs, enfin qui prennent place ailleurs que la France ou l'Angleterre, sont forcément fausses. Par exemple, quand on va dire aux gens, vous savez, Poutine il est élu, ils vont dire oui, mais c'est un dictateur. Non, mais il est élu quand même. Bachar al-Assad, il a été élu quand même. Donc à ce moment-là, on pourrait dire aussi d'Hollande, il a été élu, mais c'est quand même un dictateur. Vous voyez, c'est marrant cette question de point de vue. On a l'impression qu'en France, il n'y a qu'en France que la vraie démocratie existe. C'est une blague. Ce qui est d'ailleurs incroyable parce que c'est même le contraire en fait. Les gens ne comprennent pas que par exemple, les Russes aiment vraiment Poutine. Et l'autre fois, je parlais avec une amie russe sur Paris parce qu'il y a plein de Russes à Paris. Alors, ils ont l'intelligence d'habiter à Versailles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent au départ à Gare du Nord, puis après, ils prennent un studio à Versailles. On se demande vraiment pourquoi. Et donc, en fait, cette amie russe m'a un peu mindfucké. J'aime pas trop employer l'anglais, mais cette expression, elle me fait rire. En me disant, mais tu sais, sur Poutine, il y a des t-shirts Poutine en russe. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'il y ait des t-shirts François Hollande en France, quoi. Mais je crois que même un mec qui serait hollandien, il n'oserait pas se balader avec un t-shirt François Hollande tellement ce serait grotesque. Tellement qu'il y a une figure qui ne représente rien. En fait. Et en Suisse, pareil. En Suisse, est-ce qu'il y aura un t-shirt Schneiderman en Suisse? Mais je ne sais même pas quel est votre président pour dire à quel point en fait. Il n'y a pas de président absolu. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est une particularité sociétale due à la Confédération. Tout à fait, mais c'est pareil que tu sais en Italie où le Premier ministre en général est plus connu que le président lui-même parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Bon, c'est encore une autre question. Oui, une question sur les relais parmi les célébrités parce que bon, moi je suis toujours assez choqué et déçu qu'en France il n'y ait pas un seul, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit ça, il n'y ait pas une seule star, on va dire dans une génération entre 30 et 50 ans qui fasse son coming out, genre oui bon je vote Front National. Ça me rend dingue parce que ça nous donnerait un coup de pied au niveau des votes absolument incroyable. Mais on a quand même des personnalités malheureusement assez âgées comme Alain Delon, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot a dit qu'elle allait voter Front National. Michel Sardou, on est à peu près certain qu'il est une extrême droite avec ses textes. Est-ce que vous avez un équivalent en Suisse
C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui portent cette voie-là parmi les célébrités suisses? Célébrité, en Déjà, il n'y a pas énormément de célébrités en Suisse. Oui, hein, mais même c'est- des hommes c'est de une télé chose, mais- ou des... Non, la plupart des hommes, des personnalités connues sont, comme j'ai dit, extrêmement mitigés, orientés politiquement. Nos humoristes, voilà, ils crachent sur Trump et tout. Idéologie officielle, quoi. À ma connaissance, là, dans l'esprit, il n'y a pas une personnalité publique qui soit orientée dans notre bord. Après, C'est-à-dire- peut-être que j'en oublie, hein, je m'en excuse, mais là, sur le coup, c'est rien qui me vient à l'esprit. Bah, Roger Federer se prend souvent en photo avec des noirs. Alors... C'est les même Noirs pas la- africains. C'est même pas la question. Si c'est un tennisman, c'est pas de la politique. Ouais, mais c'est quand même une superstar mondiale, vous imaginez? Bon, vous avez pas cette frustration-là si par exemple Roger Federer disait c'est un des mecs quand même les plus connus sur la planète, quoi, en termes de sport. S'il disait, écoutez, j'ai l'impression que l'Europe est envahie, il faut faire quelque chose, ce serait absolument énorme. Pourquoi ces gens qui ont ce degré de célébrité ne le font pas? Enfin, on va quand même pas empêcher Roger Federer de jouer au tennis parce qu'il dit qu'il vote UDC, par exemple, quoi. Mais ils sont gagnants à ne pas le dire. C'est une affaire de com. Tout le monde, en fait, le problème, c'est que nous sommes achetés. Alors, pas nous personnellement, Il y a mais toujours des sponsors. les gens sont Ouais. achetés. Moi, j'ai pas envie de lui faire de la pub parce que je le hais, mais Thomas Wiesel, c'est un humoriste. Bon, Wiesel, voilà, bref. Rien à voir avec Elie Wiesel, hein. Non, mais lui aussi, enfin voilà. Ah bon, Voilà, j'en dirais pas plus. ouais, Et en fait, il a du succès non pas parce qu'il est drôle, mais parce qu'il est dans l'idéologie officielle. Ouais, Alors ouais. bien sûr, on peut avoir une analyse rissenienne en disant que c'est le propre de ces gens-là de détruire les identités machin. Mais en fait, j'ai peur que ce soit même pas le cas. J'ai peur que c'est juste que le fait de dégueuler sur nos valeurs, ça rapporte parce que c'est à la mode en fait. Donc Mhm. non, je pense que quand Thomas Wiesel dégueule sur l'armée, dégueule sur nos valeurs, c'est juste pour faire du buzz. Et il y a tous ces connards de gauche, de jeunes bobos, de jeunes étudiants qui se marrent devant. J'aimerais bien qu'il y ait réellement un complot. Enfin, il y a un complot qui vise à nous détruire, mais j'aimerais bien que tout soit dû à ce complot. En fait, non, même pas. C'est juste dû à la connivence d'intérêts. Moi, comme je suis dessinateur, si je veux réussir dans le dessin, je critique l'UDC, je fais un dessin sur Trump pour dire que ça. J'ai fait un dessin sur Trump, mais pro-Trump, mais j'aurais fait un anti-Trump machin. On est acheté. Oui, en fait, Voilà. c'est terrible, mais ta conclusion, c'est que tout ça n'est que du carriérisme. Donc, en Voilà, fait, c'est ça. de c'est l'opportunisme. vendre en fait nos territoires et notre âme En échange. pour des bifetons. C'est Et je ne dégueulasse. doute pas une seule seconde que si toi tu faisais de l'art de gauche et si toi tu lançais un mouvement antifasciste et si moi je faisais des vidéos un peu gauchisantes, nous aurions le triple de vues, si Et- ce n'est le. Voilà. 10 Il n'y fois a des pas une vues. célébrité pour Et rien. je vais Donc, donner voilà un, pourquoi je donne on peut un pas de exemple. célébrité Je vais donner nationaliste. un exemple. Il y a eu une exposition à Martigny, le Valais composé. Mhm. L'affiche vient de l'école où je travaille. Ouais. C'est un petit enfant noir et un petit enfant blanc qui peignent une croix suisse. J'ai rien contre les noirs, mais à un moment donné, ils ne sont pas représentatifs de la Suisse. Et comment ça se fait que c'est cette affiche qui a été prise? Soit c'est la personne à qui on a demandé ça, soit c'est parce qu'elle a fait ça qu'elle a été prise. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que C'est odieux, c'est On vraiment nous achète. le modèle multiculturel qui est forcé, on l'injecte Voilà. de force, parce que On s'il y a est- bien un pays qui n'était pas multiculturel au sens intercontinental du terme, c'est bien la Suisse. la carotte et le bâton, c'est tout. Il n'y a jamais eu d'Africains en Suisse, c'est vraiment terrifiant. Alors justement, puisqu'on parle d'Africains, donc deux faits divers. Alors hier, en fait, à Lille, une jeune femme a été... J'ai rajouté cette question là, ce matin parce que j'ai entendu ça. Une jeune femme a été égorgée sans raison. C'est l'article, je crois, c'est le point.fr qui a relayé ça. Hier, dans le métro de Lille, donc. Heureusement, on la salue d'ailleurs, elle s'en est sortie. Malheureusement, mais c'était quelqu'un qui était connu des services de police. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui connu des services de police parce que ça n'aide en rien en fait. C'est-à-dire que c'est comme un peu les monuments classés monuments historiques, mais Daesh peut quand même les exploser en fait. La communauté internationale ne fait rien. Donc bon, et ça m'a rappelé en fait l'histoire qui est arrivée à une Italienne en Suisse, Oui, ou oui. une Suisse italienne. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Apparemment c'est un Sénégalais qui s'est vengé parce que la nana ne voulait plus de lui. Donc vous avez un peu de détails là-dessus? Enfin, elle est morte... On n'en a pas tellement plus, mais Ouais. oui, effectivement, c'était une réaction totalement disproportionnée. Ça s'est passé à Pour le Genève, moment. ça. Oui, en pleine rue, en plein centre-ville. C'est ça qui est absolument affligeant. C'est que c'est des choses qui arrivent maintenant presque régulièrement, pas tout à fait Ouais. heureusement, et puis qui choquent pas tellement. Quoi. On ouvre le journal, on dit ah bon, ok. Puis on Justement, passe à c'est- la prochaine page. Et puis... C'était la suite de la question. Vous n'avez pas l'impression qu'on s'habitue je te la pose à toi, cette question, parce que tu fais partie d'un mouvement politique naissant. Est-ce qu'on ne s'habitue pas à l'horreur? Est-ce que les Blancs ne sont pas anesthésiés? Bien sûr qu'on s'y habitue, et on s'habitue à tout, hein, malheureusement. C'est bien ça le problème. On devrait pas s'y habituer. Et les gens pensent que finalement ces problèmes vont se régler en intégrant mieux les gens, en
en offrant un meilleur programme social, Ouais. C'est pas la question, ça va pas se régler comme ça, je pense. Le fait est que on mélange pas de l'huile et de l'eau, que forcément à la fin il y aura toujours, même si ça peut marcher dans 80% des cas, ben voilà, si t'as un plat avec 100 bonbons et que t'en as 20 qui sont mauvais, est-ce que tu vas en prendre un? Ça c'est... Oui, finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que les mouvements catégorisés comme extrême droite comme le tien sont juste des gens qui sont encore révoltés par une réalité qui est révoltante en fait? Vous êtes vivant en fait, c'est pour ça que vous oui. existez quoi. C'est étonnant. Donc ouais, alors dans cette logique-là, c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais quel avenir envisagez-vous pour la Suisse et pour l'Europe de l'Ouest plus généralement? Est-ce que vous êtes confiant? Comment vous voyez les choses? Alors confiant, j'irai pas jusque là. Ouais. Mais forcément, on garde toujours l'espoir, mais malheureusement, on doit attendre le salut par le chaos. Et c'est là qu'il y a un espèce de paradoxe, c'est que on espère qu'au bout d'un moment, les gens au bout d'un moment, vont en avoir marre. Vont en avoir marre que leur tante, leur mère, leur fille se fassent agresser à longueur de journée, de vivre dans des petits studios miteux, alors que d'autres réfugiés, par exemple, vivent dans des maisons, dans des 5 pièces, ça arrive. Hein. Ah oui, c'est incroyable aussi. Ouais. J'espère qu'un jour les consciences se réveilleront quand il y aura un trop-plein. Après, on n'a plus qu'à espérer que ce trop-plein arrive vite. Oui, je suis assez d'accord avec cette vision. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, il y a encore un trop plein de confort. C'est-à-dire que le malheur ne touche pas assez de gens, en fait, pour qu'il y ait une rébellion. Et c'est assez. Du pain et des jeux, disait César. Bon, bah écoute, là j'ai été, comme moi aussi je suis nationaliste, les gens le savent, j'étais un peu de votre côté. Là maintenant je vais vous fighter parce que c'est le moment de l'interview gauchiste. Alors, les gens ont bien aimé ce nouveau format, mais ils m'ont dit que j'avais été trop gentil avec Thomas, probablement parce que nous sommes amis. Alors j'ai pas trop osé lui rentrer dans l'art. Non pas que nous ne sommes pas amis, vous et moi, mais on va dire que je vais essayer d'être un petit peu plus agressif. Donc on est parti pour l'interview gauchiste, est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est tout bon. Alors là, il faut bien comprendre que les gens vous regardent et vous avez une grosse responsabilité sur votre dos, c'est-à-dire qu'il faut que vous réagissez bien à ce que je raconte. Parce que les gens eux-mêmes qui nous regardent seront confrontés à ces questions-là et vous devrez leur donner des armes rhétoriques pour pouvoir se battre eux-mêmes. Alors je commence, donc je vous vois, vous n'êtes plus mes amis, et je commence par une question pour Artiste Malpensant. Alors, Artiste Malpensant, est-ce que vous ne pensez pas que cette posture d'artiste d'extrême droite, en fait, c'est de la pose? C'est-à-dire que c'est même pas forcément quelque chose que vous pensez, mais peut-être que vous ne pensez pas pouvoir obtenir du succès par la voie classique et que vous essayez d'occuper une niche. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté poseur? Non, parce que moi, comme j'ai déjà dit, mon but c'est de faire de la bande dessinée, d'amuser des gens avec des histoires qui ne sont pas forcément politisées. Je fais de l'artiste malpensant par nécessité. Ça m'apporte en effet des choses positives, mais ça m'apporte aussi des choses négatives. Mais dans l'absolu, artiste malpensant n'existerait pas si tout se passait Oui, bien. mais est-ce qu'on n'est pas dans le commerce de la haine? C'est-à-dire quand vous flattez les bas instincts des gens, est-ce que ça n'est pas pour simplement vendre votre salade? Mais je touche rien. Pour l'instant. Je suis anonyme, je touche pas d'argent, je risque plus que je risque de gagner. Non, je suis désolé, je suis pas du tout opportuniste. Voilà, c'est ce que vous entendez. Il n'y a pas un effet de mode? On sait que chez les jeunes, le Front National a très malheureusement beaucoup de succès en France. Alors est-ce qu'il n'y a pas une volonté de flatter les foules un petit peu? Non, parce Du que populisme. je relativise mon succès. J'ai moins de 6000 personnes qui me suivent. Alors que si je voulais flatter les foules, je ferais du gauchisme, j'aurais beaucoup plus de succès. Très bien. Une question pour Samuel maintenant. Alors, Oui. on l'a dit, la Suisse est un pays cosmopolite de fait, en tout cas un cosmopolitisme européen. D'accord, oui. Vous vous en réjouissez. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question tout à fait calmement. Est-ce qu'il n'y a pas une abjection totale dans le fait, et je dis ça calmement, dans le fait d'accepter ce cosmopolitisme européen, des Italiens, des Allemands, des Portugais, des Anglais, et à être contre les migrants sous prétexte que eux ne vous apporteraient rien? Alors, c'est quoi en fait? On a le droit d'être en Suisse quand on apporte une valeur ajoutée et sinon on n'a pas le droit, c'est ça? Est-ce que c'est pas un peu une vision qui a 1000 ans de retard en termes d'humanité? Bien écoutez, oui, c'est une très bonne question. Donc déjà, je pense que là-dedans, il y a deux choses importantes qu'on devrait en retirer. Vous avez parlé effectivement de cosmopolitisme européen. Forcément, je pense, vu qu'on y est, la paix sociale est garante d'une certaine homogénéité au niveau de la culture et au niveau de l'ethnie des gens. Et que c'est pour ça qu'on peut accepter
ce cosmopolitisme de souche européenne, parce qu'on pourra toujours s'arranger, on a une culture qui est proche, une histoire qui est proche. C'est une chose qui est totalement différente lors d'immigration intercontinentale. Donc je résume pour casser la langue de bois. Les blancs c'est possible, les noirs c'est pas possible. Exactement, voilà. Vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est un peu abrupt, mais c'est la réalité. Vous considérez qu'en Suisse, en fait, les noirs n'ont pas leur place à une échelle de masse. Alors, à une échelle de masse, exactement, vous l'avez dit, nous on n'est pas non plus à vouloir virer tout le monde, hein. Forcément, les gens qui sont ici, on ne va pas les renvoyer, ils ont leur vie ici maintenant. Le but vraiment, c'est d'arrêter la vague d'arrivée, de renvoyer les éléments perturbateurs, et puis ceux qui sont ici, on est prêt à les accepter. Le problème c'est que il faut vraiment poser une barrière, cette barrière on doit la poser vite, au risque de voir le peuple suisse originel totalement remplacé par cette vague migratoire. D'accord, donc en fait l'idée c'est un peu fermer la porte en entrant, et vous êtes pour que ceux qui sont déjà y restent, mais qu'il n'y en ait plus d'autres qui rentrent, c'est ça? Voilà, on est humain, on va pas renvoyer les gens dans des pays qu'ils n'ont jamais connus. C'est à voir si vous êtes humain, c'est à voir. La Suisse a toujours été un pays neutre, hein, vous l'avez même dit tout à l'heure, hein, donc ça me renvoie à cette question-là. Est-ce qu'en s'engageant aussi férocement dans le combat nationaliste, vous n'avez pas le sentiment de trahir un peu cet idéal politique centenaire, millénaire peut-être même de la Suisse, qui est celui de la tempérance et de la nuance? Est-ce que vraiment, on sait à quoi ça conduit le nationalisme, hein, ça conduit, on en a plein d'exemples dans le passé, hein, ne serait-ce qu'en 1940, hein, ça conduit au repli sur soi, à la haine de l'autre, au sang, à la violence. C'est là, on est prisonnier de notre époque. C'est très sympathique d'être neutre par beau temps, d'être démocrate, d'être tolérant, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des paradigmes qui changent, on a des rapports de force qui changent, et on n'a pas le choix de prendre position. Et ensuite, pour ce qui est de la haine, pour ce qui est du repli, machin, moi je constate que c'est le camp d'en face qui est beaucoup plus haineux que nous. Nous, on fait par amour de nous-mêmes, je veux dire, après tout. On a envie de se préserver, on n'a pas envie de détruire les civilisations asiatiques, africaines, musulmanes, on a juste envie que notre civilisation ne soit pas détruite, et c'est pour ça qu'on se défend. Et si on doit renoncer à notre neutralité pour cela, on le fera, c'est tout. Et on l'assumera devant l'histoire. Très bien, l'avenir nous dira si vous avez eu raison d'opter pour ce positionnement, mais la question suivante est plus pragmatique. Tout à l'heure, on a parlé d'avortement. Alors moi, je voudrais faire un petit peu un jeu de l'esprit et vous mettre en situation. Alors Samuel, j'adresse cette question à toi, mais vous pouvez également y répondre. Alors si ma pensée, il me semble que vous avez fait un dessin d'ailleurs sur l'avortement que j'ai trouvé absolument grotesque, mais peu importe. Donc Samuel, mise en situation. Vous passez une charmante soirée avec une fille qui vous plaît, mais on va dire qui vous plaît physiquement, vous ne comptez pas passer votre vie avec. Et puis il se passe ce qui se passe, vous la ramenez à la maison, vous allez chez elle, et puis vous faites l'amour, et puis elle tombe enceinte. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne l'avortez pas parce que vous ne la faites pas avorter par principe, ou vous la faites avorter, puis ensuite vous allez vous excuser à confesse? Ah non, bien sûr que non. Donc à ce moment-là, il faut assumer ce qu'on a fait. Je pense que du moment qu'on en vient à l'acte d'amour avec une personne, on doit avoir dans la tête cette petite part de risque qui est celle que, même si on n'a pas voulu, elle peut tomber enceinte. Et là, on a une notion très importante qui est celle simplement d'assumer nos actes. Et c'est ce qu'on fait plus aujourd'hui finalement. On veut garder seulement le plaisir immédiat en oubliant toutes les contraintes que cela peut apporter. Je dis pas qu'un enfant est une contrainte. Hein. Oui. Mais Samuel, vous n'êtes pas sérieux. Une fille que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle un petit peu de morale religieuse. Vous la voyez, vous la trouvez même un petit peu stupide, et vous couchez avec elle par désir sexuel. Elle enfante, vous gardez l'enfant par morale. Si vous avez tellement peur d'avoir un enfant, vous vous masturbez dans les toilettes. Oui, écoutez, en tout cas, la question qui se pose, c'est... D'accord, là on a compris votre principe, mais si la fille veut avorter, vous faites quoi? Vous l'empêchez manu militari? Comment ça se passe? C'est un problème, là il faut jouer sur les mentalités, forcément c'est pour ça qu'on remet aussi ce sujet sur le tapis. Il faut que les mentalités changent. Effectivement, si madame n'en veut absolument pas, moi je suis qui pour la forcer à garder cet enfant? On est quand même heureux de l'apprendre en fait, de ne pas la forcer à garder un enfant. Bien sûr que non. Mais je pense que c'est un travail des consciences qui va prendre du temps. Et c'est important de réaborder ce sujet, le réaborder. Et si vous obteniez le pouvoir avec Résistance Helvétique, est-ce que vous empêcheriez physiquement les femmes d'avorter? Ah là, si on a une mainmise sur les institutions médicales, c'est clair qu'on va demander, en tout cas, une enquête sur ces cas-là. Ce sera plus on rentre, j'avorte, je sors. Ce sera vraiment une mise à l'enquête de pourquoi, comment, est-ce qu'on ne peut pas assumer cet enfant, est-ce qu'il a un ensemble de facteurs qui vont amener à un jugement. Très bien, mais vous ne pensez tout de même pas que
J'ai l'impression qu'à vous écouter que les femmes d'aujourd'hui avortent comme si elles allaient aux toilettes. Enfin, quand même, il y a un traumatisme même chez ces personnes. Il ne faut pas imaginer que parce qu'elles avortent, elles n'ont aucun sentiment. Vous croyez vraiment qu'une femme qui avorte 3 ou 4 fois dans sa vie, en fait, n'en a rien à faire? C'est votre point de vue. Vous pensez que ces femmes sont inhumaines à ce point? Si elle l'a recommencé 4 fois, apparemment ça l'a pas trop marqué la première fois. Mais écoutez, je ne sais pas ce que les avorteuses en série en penseront, mais enfin, ça me choque un petit peu. Alors oui, dernière question. Alors là, vraiment, j'ai pu voir à travers vos dessins, Julien, c'est quelque chose d'assez récurrent, notamment votre dessin qui parodie le livre d'Éric Zemmour, qui est déjà bien assez nauséabond, Le suicide français. Bon, on voit une femme blanche tenue en laisse par un homme noir. Alors, les filles blanches qui sortent avec des noirs, ça a l'air d'être une obsession, ça vous agace. Il s'agit évidemment de jalousie et rien d'autre. Alors, pourquoi est-ce que vous transformez ça? Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous transformez ça en discours politique. Alors, moi je suis absolument pas jaloux parce que j'ai aucun problème avec les femmes. Je dis simplement, en fait, moi, le fait que deux personnes de races différentes s'aiment, ça ne me regarde pas. Je ne me permets pas de juger, c'est leur vie. Ce que je constate, c'est que le métissage est encouragé officiellement et cela amène de facto à la disparition de notre race. Et je m'y oppose. C'est tout. Et c'est pour ça que je dessine pour dénoncer le fait qu'on nous encourage à disparaître. C'est tout simplement. Après, c'est pas une affaire personnelle et les gens, à titre individuel, font ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que vous avez contre les femmes noires en fait? Ah, vous n'auriez pas imaginé avoir un enfant avec une femme noire? Non, parce que moi je veux que ma descendance elle me ressemble. Et en plus de ça, sur le plan purement, si vraiment je me mets dans la peau d'un antiraciste et tout, même si j'étais antiraciste de gauche, je préfère les femmes blanches, tout simplement. Là, on parle de goût sexuel, c'est quelque chose que je peux entendre. Voilà. Et sur le plan instinctif, j'ai envie que mes enfants aient ma gueule, que mes arrière-petits-enfants me ressemblent, et ce, sur des millénaires. Et c'est pas un crime, au contraire. Après, si un individu a envie de faire un enfant métis, c'est son problème. Moi, tout ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des campagnes de publicité, du cinéma, des films, des dessins animés, ou n'importe quelle propagande qui incite les femmes blanches à faire des enfants métis. Bon, derrière, c'est toujours les mêmes, je ne vais pas les citer. Et je le dénonce. Je vous en prie, si la 17e chambre correctionnelle sera très intéressée par... Oui, mais c'est aussi eux qui sont derrière, donc voilà, non. De toute façon, les gens savent très bien de qui je parle, donc voilà. Et Samuel, quelle est la position de Résistance helvétique sur le métissage intercontinental? Les blancs donc, avec les noirs, comme l'a dit l'artiste malpensant, donc nous, on ne va pas faire la police de l'amour, d'une certaine façon. Si quelqu'un a envie de se marier et de procréer avec... une personne d'origine extra-européenne, nous on ne va pas s'y opposer. Mais par contre, effectivement, la mise en avant de cet acte doit être absolument abolie. D'accord, donc ce que vous appelez la propagande médiatique en réalité, quoi. Métissolâtre. Ouais. Promu par des gens qui, eux, ne se métissent jamais. Il faudrait peut-être rappeler. Bon, très bien, l'interview gauchiste, ça reste ici. Vous m'avez encore une fois convaincu, vous en êtes bien sorti. Pour des petits jeunes, ça va, c'est pas mal. Bon, très bien, je voulais conclure sur l'interview gauchiste parce que ça avait bien plu la dernière fois. Mais quand même, avant de vous quitter, est-ce que... Yo les gars, c'est encore coupé, désolé, j'ai mal géré le temps en termes de caméra, batterie, enfin bon, vous en foutez. On en était à l'étape conclusive, alors je te tendais la main pour parler encore une dernière fois de Résistance helvétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, pour finir, où est-ce que les gens peuvent se tourner pour en savoir plus sur vous? Voilà, donc pour en savoir le plus, finalement le plus simple c'est notre page Facebook qui est relativement active, on sort des articles tous les jours. Mais également sur le terrain, un mouvement très actif, on est prêt à accepter toutes les forces vives qui veulent bien travailler avec nous. Donc si vous voyez cette émission, je peux que vous encourager à nous contacter. Et puis tous ensemble, on va y mettre de l'énergie et je suis sûr qu'on pourra échanger beaucoup de choses. Je me souviens plus si tu as répondu tout à l'heure à cette question, mais vous avez un site internet ou pour l'instant c'est que le Facebook? Alors pour l'instant on a uniquement la page Facebook, le site internet est encore en construction, il sera bientôt disponible, mais on le dira par le biais de la page Facebook d'ici là. Et toi Julien, est-ce que tu as peut-être un petit message pour les quelques gauchistes qui suivent ta page en se rongeant les ongles? Est-ce que tu veux leur tendre la main ou leur dire quelque chose? Ah oui, je suis complètement ouvert au dialogue, il n'y a pas de problème. J'ai aussi un travail artistique, vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus pour des démarches totalement dépolitisées. J'ai rien d'autre à ajouter, sinon merci de nous avoir invités, c'est vraiment sympa. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici les bienvenus, mais avec une bouteille, sinon je D'accord, ça marche. Naturellement.
Et moi de mon côté, encore une fois, je remercie les spectateurs de Vive l'Europe de me suivre. Je tiens à rappeler, je dis quelque chose, je déteste parler de fric, je le fais le moins souvent possible. Je crois que la dernière fois c'était pour mon court-métrage. Un ami m'a dit n'hésite pas à le rappeler parce que c'est comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas le micro-don. Je sais très bien que la plupart des gens qui me suivent sont des dalleux, vous n'avez pas d'argent, tout comme moi. Eh bien, quand on n'a pas d'argent, on peut donner quand même 1 euro par mois. 1 euro par mois, ça vous semble rien, mais regardez, on a à peu près 4000 vues là sur la vidéo, la première de Vive l'Europe avec Thomas Joly. Sur ces 4000 personnes, s'il y en a 500 qui me donnent 1 euro par mois, eh bien ça me permet de me professionnaliser, de passer tout mon temps sur Vive l'Europe, sur une meilleure préparation de l'émission, sur de l'achat de matériel en accumulant un peu d'argent, sur le fait de défrayer les invités. Je vais dire un truc atroce, ils sont venus de Suisse, ils ont payé leur billet, je suis désolé, c'est honteux. Et ça c'est parce que je pouvais pas leur payer leur billet. Et je pourrais pas le faire, je me suis permis parce qu'entre guillemets ils sont jeunes. Donc même si je les respecte, il n'y a pas cette respectabilité absolue qu'on peut avoir par exemple pour quelqu'un qui a 70 ans, voilà, imaginez un petit peu, je peux pas concevoir de faire venir Benedetti à Paris et de pas lui payer le billet. Eh ben, moi je peux pas le faire, donc vous pouvez m'aider à faire en faisant des micro-dons, et ne vous dites pas qu'1 euro c'est rien, parce qu'1 euro par mois ou 1 euro tous les 2 mois c'est important, donc n'hésitez pas en fait à donner pour que ce programme culturel continue le plus longtemps possible. Et enfin je fais un dernier petit coucou à Dominique. Donc ça c'est une production de sa femme et il m'avait dit fais-la apparaître dans le champ, ça lui fera plaisir. J'avais complètement oublié depuis, je t'ai pas snobé, j'avais simplement oublié. Merci vraiment pour ça me touche beaucoup. Donc je sais pas comment ça t'appelle s'appelle ta femme, mais je la remercie encore. Également pour l'écharpe qu'elle m'a tricotée, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc quoi, vous voyez, même quand on n'a pas d'argent à donner, on a de l'amour et en fait ça m'a vraiment fait plaisir. Merci encore, merci d'avoir fait le déplacement. Et puis bon, maintenant on a commencé à boire, on va continuer un petit peu hors champ. Qu'est-ce que vous en pensez? La santé. Allez, c'est parti. Allez, salut et vive l'Europe. Ciao.